Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Et ce matin, je vous propose de revivre les rencontres de l'apprentissage qui se sont déroulées hier au Sénat. Plusieurs tables rondes ont permis d'évoquer les avantages et les problématiques de l'apprentissage. Et c'était aussi l'occasion de faire un premier bilan de la loi pour choisir son avenir professionnel, réforme menée par le gouvernement. Ce texte prévoit une augmentation du salaire des jeunes apprentis, une aide pour passer leur permis de conduire et un soutien aux petites et moyennes entreprises qui embauchent des apprentis. Les rencontres de l'apprentissage, c'est tout de suite. Merci à tous les 5 d'être avec nous. Catherine Morin-Desailly, on va commencer avec vous. Près d'1,5 million de jeunes sont actuellement sans emploi, sans formation et sans qualification en France. Et dans le même temps, plusieurs centaines de milliers de postes demeurent non pourvus dans les entreprises artisanales. Comment, selon vous, on peut favoriser une orientation réellement choisie et à la fois répondre aux besoins des entreprises, notamment en personnes qualifiées ? Au cœur du sujet, il y a peut-être cette dichotomie qu'il y a entre, d'un côté, ce qui est traité par le ministère de l'Éducation nationale, l'orientation, et puis de l'autre, ce qui est traité par le ministère du Travail, toute la question de la vie et des besoins des entreprises. Et je pense que les passerelles entre les deux ne sont pas suffisamment fortes et qu'il faut vraiment apprendre à travailler ensemble. Dans le projet de loi Avenir professionnel, nous avions, nous, Commission de la Culture, émis des propositions antérieurement suite à un rapport que j'avais souhaité sur l'orientation. Chacun connaît notre collègue Guy-Dominique Kennel qui avait fait travailler, donc à ma demande, plusieurs sénateurs, et nous avions préconisé d'aller assez loin dans cette question de l'orientation et confier aux régions, renforcer le rôle des régions à cet égard. Bon, malheureusement, on n'est peut-être pas allé assez loin, on va en tirer les conséquences avec l'application de la loi. Mais moi, ce que je note au moment où nous sommes en train de réfléchir à la réforme du baccalauréat, où nous avons voté l'année dernière la réforme de l'entrée dans l'enseignement supérieur, Parcoursup. D'ailleurs, nous sommes dans les dernières journées pour lesquelles les futurs étudiants peuvent s'inscrire. On s'aperçoit qu'aussi parfois en France, on prend les choses peut-être à l'envers. On va d'abord réformer le mode d'entrée dans l'enseignement supérieur, la réforme du baccalauréat, et on n'aura pas réfléchi de manière suffisamment concomitante et profonde à cette question de l'orientation. Elle doit intervenir extrêmement tôt. Et il y a des jeunes de mon département, que je suis heureuse d'accueillir au Sénat aujourd'hui, je voudrais saluer, c'est le CFA du Var, qui me disait tout à l'heure, mais en réalité, nous les jeunes, finalement, par exemple, les questions d'apprentissage, on n'est pas du tout au courant, on est mal informés au collège, et là, il y a un vrai sujet. Alors, je voudrais, parce que je pense que c'est important que ça soit interactif, notre débat, et qu'on est en face des jeunes, et les jeunes, ils doivent participer. Donc, je voudrais demander à Sylvie, je ne la vois pas tellement dans la salle. Est-ce qu'elle est là, Sylvie? Sylvie, voilà. Sylvie, je te donne la parole et tu vas expliquer ce que tu m'as dit tout à l'heure. Voilà, parce que c'est important qu'on entende. Comment vous vivez, vous, les choses? On va vous amener un micro. Donc bonjour, je suis en bac pro commerce, deuxième année de bac, au CFA du Havre. Donc je vous parlais tout à l'heure justement de l'éducation nationale qui ne nous informait pas du tout sur l'apprentissage. Donc on devrait en parler du collège, du lycée, partout, quoi. On n'est pas assez renseigné. Et quand on parle de l'apprentissage au collège ou au lycée, on nous répond comme si c'était voué à l'échec. Donc pour moi, personnellement, l'apprentissage c'est une chance. On a de l'expérience, on apprend le métier, même on suit des cours, on travaille, on rentre dans la vie active aussi, quoi. Donc c'est important. Merci de ton témoignage. Merci beaucoup, Sylvie. On peut t'applaudir. Voilà. La suppression aussi du dispositif DIMA, qui permettait la découverte des métiers en alternance, suscite aussi des questions aujourd'hui, c'est-à-dire remplacée par la fameuse classe prépa métier, semble pas forcément donner satisfaction. Voilà. Donc je voudrais que Marine, qui m'a tout à l'heure parlé de ce sujet, puisse aussi s'exprimer. Elle est où, Marine? Elle est à côté. Marine.
Bonjour, moi c'est Marine, je suis aussi en baccalauréat commerce à la Chambre du métier du Havre. Et j'aimerais parler du dispositif DIMA parce que j'ai moi-même eu la chance d'y faire partie. J'ai commencé en laboratoire à boulangerie pendant 6 mois, mais vu que j'avais seulement 14 ans, c'était très compliqué de m'adapter, commencer à 6 heures et la charge était lourde. Le dispositif m'a permis de m'orienter vers la vente, qui aujourd'hui m'a permis d'accéder jusqu'au bac. Moi qui étais très désolée du mot, mais nulle à l'école. J'avais vraiment aucune envie de rester assise toute la journée. Enfin, les cours, c'était pas du tout ça. Et aujourd'hui, je suis 2e de ma classe. Donc, grâce à l'apprentissage, personnellement, moi, je suis fière de moi aujourd'hui, quoi. Et il faut le remettre. Vraiment, le dispositif DIMA, c'est quelque chose qui permet aux jeunes d'entrer dans la vie active, tout en restant aussi au collège. Quand ça va pas, quand le contrat se termine, on peut retourner au collège sans même faire de démarche, quoi. C'est dommage. Bien, on réfléchit à ce que tu nous dis, Marine. C'est important. Voilà. Ça veut dire que les jeunes, ils expriment un fort besoin d'information et ils pensent qu'ils ne sont pas assez informés. Alors, nous travaillons beaucoup dans la perspective de la loi École de la confiance qui intervient au Sénat au mois de mai et avec la Commission de la culture et de l'éducation. On va mettre un gros coup de projecteur sur la formation des formateurs. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, nos enseignants, que ce soit à partir de leur formation initiale et ou continue, qui est trop souvent sporadique, trop rare, eh bien, les enseignants eux-mêmes ne sont pas forcément formés à sensibiliser et orienter les jeunes et à la connaissance du monde de l'entreprise, des métiers liés donc à l'entreprise, pas plus qu'ils sont d'ailleurs formés dans une région. Moi, je suis conseillère régionale de Normandie, je vois bien le sujet. Pas plus qu'ils sont forcément formés à connaître les besoins d'un bassin de vie, d'économie, qui ne connaissent les entreprises de leur région. Et je pense qu'il faut aussi décloisonner et faire en sorte que, dans le cadre de cette loi pour l'école de la confiance, on ait si c'est d'ordre législatif, quelques dispositions qui rendent d'abord obligatoire pour moi la formation continue, mais aussi qui prennent en compte cette réalité. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de formation à l'heure du numérique et je constate, pour être allé dans beaucoup d'instituts de formation des maîtres, les SP, c'est que la formation, elle est pratiquement inexistante. C'est 15 heures par an, c'est bien le tout. Or, on sait bien que tous les métiers vont se transformer et il faut bien aussi avoir des éléments de formation dans ce domaine. Donc, former les formateurs, pour moi, c'est aussi permettre de tisser les liens avec le milieu de l'entreprise pour aussi aider les jeunes à connaître des métiers qui peuvent trouver des débouchés sur un territoire. Voilà, donc l'orientation, c'est la clé de tout, en fait. Très tôt, avec des formateurs formés et un lien, des passerelles avec le milieu de l'entreprise. Merci Madame la Sénatrice pour ce premier témoignage. Et vous avez raison, hein, c'est important que ces tables rondes soient interactives. Vous aurez la parole à l'issue de chaque table ronde si vous souhaitez intervenir, poser des questions à nos intervenants. On entendait, Georgette Bréard, le témoignage de Sylvie, de Marine. On l'entend, hein, c'est vrai que l'apprentissage a encore malheureusement mauvaise image et pourtant c'est une voie de réussite. Comment on fait pour garantir que l'orientation vers l'apprentissage soit une orientation choisie et non une orientation subie ? Vaste question, parce que si la loi a étendu les compétences des conseils régionaux en matière d'information, je précise bien que c'est en matière d'information sur les formations et les métiers et sur l'égalité hommes-femmes en matière des métiers. On n'est pas sur une compétence entière en matière d'orientation. Et près de moi, monsieur, vous représentez le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Éducation nationale garde bien la première phase, tout ce qui concerne l'éducation à l'orientation, je vais l'appeler comme ça, tout le travail qui peut être fait par les professeurs principaux, par l'ensemble de la communauté éducative, les enseignants, par les psychologues de l'éducation nationale. Je vous vois froncer les sourcils, Madame la Sénatrice, mais la réalité c'est ça. Nous ne sommes pas compétents là-dessus. Et l'État
reste compétent sur le processus d'affectation des élèves après la détermination et en tout cas la définition des vœux de chaque jeune et de chaque famille. Cependant, la loi, effectivement, étend notre compétence en matière d'information et de ce fait, nous participons au processus d'orientation des jeunes, puisque le public qui a été ciblé dans le cadre de la loi, eh bien le public scolaire, les collèges, ce qui peut être une difficulté pour les conseils régionaux, puisque la compétence collège, c'est plutôt les départements qui l'ont, les lycées, les lycéens, le public étudiant, et puis aussi le public apprenti, bien évidemment. Je voulais dire ça parce que le texte de loi a suscité beaucoup d'espoir sur notre rôle et sur notre compétence. Mais attention, nous ne pourrons intervenir que dans le cadre du champ de notre compétence, en partenariat avec l'éducation nationale, avec le rectorat bien évidemment, avec les chefs d'établissement qui, dans le cadre de la réforme Blanquer en matière de mise en place du nouveau lycée, restent responsables de la politique d'information et d'orientation dans leur établissement et ils doivent présenter les projets concernant cette politique-là devant le conseil d'administration. Il me semble que c'est important. Cependant, bien sûr, les régions vont faire quoi? On a 3 solutions. Première hypothèse, nous, puisque le transfert des missions des DRONISEP nous sont transférés, représente notre compétence, on reprend les missions des DRONISEP, des délégations régionales de l'Office national des informations sur les études et les professions. Je donne la définition du sigle. On reprend ces missions-là, affectées à l'information régionale. On n'a même pas l'ensemble de la mission sur les informations au niveau national et au niveau européen. Donc on peut reprendre ça. Et on participe déjà, nous en région Bretagne par exemple, on participe à l'élaboration des documents qui sont réalisés par la DRONISEP, on participe financièrement à la diffusion, etc. etc. Ça, c'est le minimum. Deuxième hypothèse, c'est de se dire, on met en place un service public de l'orientation, comme on a mis en place, avec les différentes lois précédentes, un service public de la formation. On se dit, nous, régions, on n'a pas le personnel pour aller dans les établissements. On peut choisir des problématiques, des thématiques, par exemple l'artisanat, par exemple les métiers du futur, par exemple aussi, pour ma région, par exemple, les métiers socles. Je pense à l'agroalimentaire, je pense à l'automobile, je peux penser au tourisme aussi, et on identifie comme ça des pistes de réflexion et on fait un appel d'offres. On lance un appel d'offres. On passe un marché et puis on a des organismes qui vont aller au-devant des jeunes, au-devant des familles, dans les établissements scolaires et peut-être aussi ce qu'on appelle en Bretagne hors les murs, c'est-à-dire dans des endroits où les jeunes se déplacent, où les familles se déplacent. On peut penser à des centres culturels, médiathèques, etc. On peut penser, pourquoi pas, des centres commerciaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est extrêmement difficile, c'est coûteux, et dans le cadre des contraintes budgétaires, en région Bretagne, par exemple, on ne pourra pas le faire. Et pourtant, c'est peut-être quelque chose de très intéressant. Et la deuxième solution, vous avez parlé des formateurs, Madame la sénatrice, des équipes éducatives, c'est peut-être de donner les éléments d'information à la fois aux enseignants, aux formateurs, des informations contextualisées, tenant compte de l'insertion dans les métiers, tenant compte des territoires, tenant compte de l'évolution des métiers, des conditions de travail, etc. Et c'est ça que nous voulons faire en Bretagne. C'est-à-dire que nous voulons travailler sur l'observation, sur les ressources d'information, sur l'accès à ces ressources d'information pour les équipes éducatives et les chefs d'établissement, et produire des outils
qui permettent, par exemple, avec des plateformes web, mais aussi, pourquoi pas, des outils permettant des visites virtuelles d'entreprises, etc., etc., de donner des outils, des éléments de réflexion, à la fois aux chefs d'établissement, à la fois aux enseignants, et aussi, bien sûr, du coup, pour le virtuel, aux familles et aux élèves. Je dis souvent comme exemple, on ne peut pas aller dans toutes les classes, informer sur tous les métiers. C'est impossible. Il y a plus de 6000 métiers, les métiers évoluent, les métiers qui existeront dans 5 ans, on ne les connaît pas tous. Enfin bref, c'est difficile. Par contre, élaborer des outils d'information virtuelle permettant à des jeunes, peut-être à 2 heures du matin, peut-être à midi, peut-être à minuit, de s'informer parce qu'ils ont vécu des discussions avec leur famille, avec d'autres camarades, de s'informer sur un métier ou sur un secteur d'activité qui les intéresse. Ça, c'est peut-être là-dessus que nous pouvons aller. On va revenir sur vos outils un petit peu plus tard, et notamment sur le site Cléor que vous avez lancé dans la région Bretagne. Mais d'abord, Monique Cassard, comment les chambres des métiers et de l'artisanat travaillent avec les régions, et notamment dans le cadre des nouvelles compétences de la loi Pénicaud ? Bien, justement, c'est un parcours encore à définir puisque la loi est toute nouvelle et qu'il faudrait bien entendu que les chambres des métiers s'inscrivent dans le fléchage des régions, notamment sur l'information, et que justement les régions s'appuient sur le réseau chambres de métiers qui est quand même garant et à la fois de la qualification des entreprises, qui est aussi expert concernant le réseau des métiers, puisque je le rappelle, nous sommes quand même détenteurs du registre des métiers et garants de cette qualification des métiers. Donc, concernant l'information et concernant ce périmètre, il faut vraiment que nous établissions avec les régions des contacts de plus en plus fournis. Nous avons aussi quand même des compétences partagées, puisque quand même il s'agit de la compétence de formation, il s'agit également de la compétence d'information ou d'orientation, et cette compétence de formation et d'investissement aussi, nous la partageons avec le réseau des régions. Donc tout ça reste encore à construire, et bien sûr que pour nous c'est absolument nécessaire, et nous y investissons toutes nos compétences et toutes nos relations avec les régions, avec qui nous formons véritablement maintenant des noyaux de travail qui sont assez importants, du moins je l'espère, sur l'ensemble du territoire. Jean-Marc Huard, directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale. On a parlé de la réforme Pénicaud, mais il y a aussi la réforme Blanquer, la réforme des lycées. Elle prévoit un volume d'heures de 54 heures annuelles dédiées à l'orientation. Comment cette évolution est perçue par les enseignants, et concrètement, qu'est-ce que ça change ? Je crois que la dernière partie de votre question sur qu'est-ce que ça change, c'est vraiment le point le plus important, parce que c'est là-dessus je voudrais insister. On est d'accord. Je dirais que l'intérêt que porte le ministre à la fois à l'orientation et à l'apprentissage, il le témoignera en venant en fin de journée et au travers du discours qu'il prononcera. Mais je voudrais vraiment m'arrêter sur ce qui change. Et par rapport aussi, en essayant peut-être de répondre, je pourrais sans doute pas répondre à tout ce qui a été dit initialement. Je voudrais insister sur 3 points. Premièrement, orientation, rôle des régions. Les lois de 2013 et 2014 avaient installé le service public régional d'orientation. À l'époque, les discussions avaient amené à ce que ce service public régional de l'orientation confié aux régions s'arrête aux portes des établissements scolaires. Ce que le gouvernement et ce que la loi Choisir son avenir professionnel a changé, c'est qu'elle a finalement ouvert les portes des établissements scolaires aux régions. Alors c'est assez naturel pour les lycées, parce que je rappelle la compétence et l'investissement extraordinaire qu'ont les régions en matière de lycée professionnel ou lycée d'enseignement général et technologique, mais c'est également le cas, vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est également le cas pour les collèges. Donc, compétences effectivement en matière d'information sur l'orientation, avec en contrepartie transfert de personnel, et puis la possibilité qu'offre la loi,
Et là-dessus, je pense que les partenariats, par exemple avec les chambres des métiers, peuvent aussi rentrer tout à fait dans le paysage. La possibilité d'expérimenter des modalités de travail en commun pouvant aller jusqu'à la mise à disposition également de personnel, plus largement que les personnels des DRONICEP qui inévitablement vont rejoindre de fait les régions selon des modalités bien sûr respectant chacun et chacune de ces personnels, mais en tout cas il y a un transfert de fait d'emploi de l'État vers les régions pour assurer ces fonctions. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je réponds directement à la première partie finalement de votre question, c'est les 54 heures. Alors, 54 heures, on entend cela. En fait, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, a lancé une réforme profonde du lycée d'enseignement général et technologique, constatant finalement que même si un certain nombre d'indicateurs sur le baccalauréat en lui-même, notamment les taux de réussite, pouvaient apparaître positifs, néanmoins, les taux d'échec dans l'enseignement supérieur, les difficultés en termes d'insertion, en termes d'insertion, je pense notamment à toute la partie concernant les lycées et la voie professionnelle, nécessitaient une réforme en profondeur. Et le point de convergence entre ce que le ministre a engagé sur les lycées d'enseignement général et technologique et sur la voie professionnelle dans son ensemble, que ce soit les lycées professionnels ou l'apprentissage, le point de convergence, c'est une réforme en profondeur de l'orientation. Et ça passe bien sûr par les compétences attribuées aux régions au travers de la loi, mais ça passe par 54 heures dans les grilles horaires des lycées à partir de la rentrée 2019 en dur, dédiées à l'orientation pour l'ensemble des élèves. Au lycée professionnel, c'est la même chose. Et nous allons même, ça a été annoncé par le ministre, l'étendre en classe de 4e et en classe de 3e, avec un volume de 36 heures annuelles, notamment en classe de 3e. Donc on a tout le système qui, pour la première fois, détermine un espace-temps permettant de parler véritablement des sujets de l'orientation, avec l'intervention, bien sûr, des conseillers d'orientation, bien sûr des professeurs, mais aussi de l'ensemble des organismes et personnes qui pourront être mandatés par les régions, l'intervention des professionnels, des branches ou des chambres consulaires. Troisièmement, et j'accélère pour ne pas être trop long, l'apprentissage. Il y a très clairement, et le ministre l'a dit de manière très claire à plusieurs reprises, et je pense qu'il le redira tout à l'heure, la formation professionnelle, l'enseignement professionnel fonctionne sur deux jambes. Il y a la jambe de la voie scolaire et puis il y a la jambe de l'apprentissage. Et il n'y a pas de différence d'approche entre les deux. Ça veut dire qu'en amont, il faut informer sur toutes ces voies. Et le volontarisme qu'il a voulu donner a amené à des résultats probants. C'est les seuls chiffres que je donnerai. On a eu globalement à peu près 6% de demandes en plus d'élèves post-troisième vers la voie professionnelle pour la rentrée 2018. Et nous avons eu surtout plus 40% de premiers vœux nouveaux vers l'apprentissage. Premier vœu, c'est-à-dire les jeunes mettent en premier vœu dans leur affectation via le fameux système d'information Affelnet, je souhaite faire une formation en apprentissage, plus 40% de demandes. Les chiffres ne sont pas mauvais du tout en matière de progression de l'apprentissage. Je crois qu'une des raisons tient à cela. Je réponds juste sur la notion d'IMA et de prépa métier. C'est la loi, effectivement, qui a amené la création des prépa métiers. Nous venons d'ailleurs de passer aux instances officielles de l'éducation nationale l'organisation des prépa métiers. Mais alors que les DIMA, qui étaient clairement orientés vers l'apprentissage au sens strict, ne concernaient moins de 10 000 élèves jusqu'à présent, nous intégrons dans les prépa métiers l'orientation vers l'apprentissage au même titre que la voie scolaire, pour la totalité des élèves des prépa métiers, c'est-à-dire nous estimons à peu près à 90 000. Donc c'est une ouverture de la connaissance des formations par apprentissage pour quasiment 10 fois plus de jeunes. Il n'empêche pas que même ceux qui ne sont pas en prépa métier doivent avoir une information sur l'apprentissage, et c'est clairement l'objet de cet espace-temps que j'évoquais au début.
Merci beaucoup pour votre intervention, Jean-Marc Huard. Monique Cassard, on l'entend, le lycée a un rôle très important. Quelles sont les réactions des chefs d'établissement lorsque vous les contactez pour venir présenter les métiers de l'artisanat? Est-ce qu'ils jouent le jeu? Alors, en général, on est bien reçu, et puis parce que on le sait bien, hein, il y a toujours un artisan dans la famille qui a été artisan. C'est un peu la Madeleine de nos éminences grises. Voilà, l'artisanat, ça fait partie de ce qu'on a été. Mais ça s'arrête là quand même. Ça s'arrête là et il faut vraiment forcer les choses et entretenir avec eh bien, le responsable ou avec le responsable d'établissement, véritablement lui montrer une autre orientation de nos interventions. C'est-à-dire souvent aller par le biais de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'entreprise? Comment faire venir aussi des professionnels à l'intérieur des collèges? Ça, c'est pas toujours évident à faire, peut-être par manque de temps. Mais ceci dit, c'est souvent du forcing et c'est souvent difficile d'intégrer ou d'entrer dans les... Parce que l'apprentissage, il faut quand même le dire, ça reste quand même quelque chose d'à part. Alors j'espère que la loi va réformer, j'espère que les 40% dont vous parlez eh bien, vont être moteurs d'un investissement plus particulier, en tout cas vers l'apprentissage et de ce que l'on s'en fait de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pas la voie de garage, c'est pas le ghetto des cancres, comme on le dit. C'est une voie de réussite, ça fait partie des voies de réussite. Et si avec l'éducation nationale, nous arrivons à vraiment fabriquer les passerelles, excusez-moi, les passerelles dont vous parliez, Madame la sénatrice, eh bien oui, c'est formidable, parce que ça fait des allers-retours que nous pourrons mettre en avant dans les deux mondes de l'éducation et le monde de l'entreprise. Et si en plus il y a la motivation derrière, c'est-à-dire l'envie du jeune à vouloir être, malgré toutes les histoires ou les empreintes qu'on lui a mis dans la tête pendant un moment, ou même les freins qu'il y a à travers la famille ou à travers le monde professoral, eh bien là nous réussirons véritablement à la fois des entreprises et des chefs d'entreprise qui ont de vrais acteurs, et en même temps nous aurons des protagonistes qui seront intéressés et intéressants, et le monde économique pourra véritablement ressortir de cette vainqueur véritablement de cette loi, et cette loi aura atteint les objectifs. Il faudra encore peut-être peaufiner derrière. Marie-Caroline Missière, je vais vous donner la parole. Vous êtes directrice du développement de DigiSchool. DigiSchool, plateforme tournée vers l'aide aux devoirs, vers la préparation des examens, mais vous avez choisi d'investir dans ce secteur de l'orientation. Pourquoi? Alors parce que l'orientation, je rejoins absolument ce qui vient d'être dit. Et avant de répondre plus complètement à votre question, je voulais revenir sur le témoignage des deux jeunes filles qu'on a entendues, et notamment la dernière d'entre elles, Marine. Voilà. Moi, j'ai été bouleversée par ce que vous avez dit. Vous avez dit, j'étais vraiment nulle à l'école et aujourd'hui, je suis deuxième de ma classe. Et là, on est au cœur de notre sujet, de l'orientation. Comment se fait-il qu'un profil comme le vôtre n'ait pas été suffisamment valorisé dans un cadre scolaire et soit dans une forme d'excellence dans le cadre de l'apprentissage? Est-ce que ça ne doit pas nous interroger sur la manière dont on conçoit ces voies en silo dans notre pays, dont on oriente les jeunes? Et vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de soft skills. Alors, qu'est-ce que c'est les soft skills? C'est les compétences d'adaptabilité, de créativité, capacité à travailler en projet, etc. Et c'est précisément ces compétences-là qui sont très valorisées dans l'apprentissage, parce que quand on est apprenti, et contredisez-moi, je vous en prie si je dis des bêtises, mais il me semble qu'il faut s'adapter à un cadre professionnel parfois rigide. Il faut être capable de se lever tôt, de travailler avec un patron, de travailler avec une équipe de salariés. Quand on est jeune, c'est pas facile, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Il faut être capable aussi d'être créatif. On a vu des magnifiques réalisations florales, des chocolatiers extraordinaires dans le hall. Bon, voilà, c'est ça. Toutes les soft skills, vous les avez. Et ça, les soft skills, vous allez voir à longueur d'article dans ce qu'on peut lire aujourd'hui. Voilà les compétences de demain pour les métiers de demain. Comment se fait-il que les compétences que vous avez, mademoiselle, n'aient pas été suffisamment valorisées dans le cadre scolaire? Donc je pense que
Notre sujet, c'est bien entendu l'orientation. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est aussi une forme de passerelle entre ces différentes voies. Vous avez employé le mot passerelle, mais je pense que le cadre scolaire a à se nourrir de ce qu'apporte l'apprentissage et que l'apprentissage a à se nourrir de des richesses qu'on peut trouver également dans le cadre scolaire. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième, pour répondre plus directement à votre question, et pour parler du numérique, puisque je représente la plateforme numérique DigiSchool, qui aide les jeunes, vous l'avez dit, à réviser, mais aussi à s'orienter, c'est qu'on a un besoin criant aujourd'hui de répondre à cette question. On est dans un cadre de réforme extrêmement importante, vous l'avez rappelé, Madame la sénatrice, vous l'avez rappelé, Monsieur le directeur général, et le sujet de ces réformes, le point commun entre l'affectation dans le supérieur, la réforme de l'apprentissage, la réforme du lycée, la réforme pénico, qu'est-ce que c'est? C'est l'orientation. Bon. Alors, les outils, ils sont là. Le problème aujourd'hui, c'est pas de trouver de l'information. Vous l'avez dit encore une fois. On m'a pas informé. La question, c'est pas tellement l'information. Vous en avez plein des sites d'information sur le numérique. Vous allez sur Google, vous allez trouver ce que vous voulez. La question, c'est la médiation vers l'information. C'est l'accompagnement. Et c'est là que les acteurs aujourd'hui, que ce soit les régions à l'échelle d'un territoire, que ce soit le ministère, que ce soit les entreprises, que ce soit les voies professionnelles, que ce soit les chambres des métiers, ont vraiment quelque chose à faire pour accompagner les jeunes vers cette information. Et quand on est un acteur du numérique, eh bien c'est précisément ça qu'on peut proposer. Je rappellerai juste un chiffre, parce qu'on a fait un sondage il n'y a pas très longtemps avec l'Institut Opinionway sur les rapports des jeunes à leur orientation et au numérique dans l'orientation. Alors, sans surprise, ils utilisent les outils numériques très majoritairement pour s'orienter, bien sûr, avec des proportions importantes. Ils sont à entre 40 et 50% selon les répondants à utiliser des outils numériques. Très bien. Mais pour autant, ça ne règle pas le problème, parce que le numérique n'est jamais magique. Ce qu'ils nous disent, ces jeunes, ils nous disent à 67%, pour les jeunes qu'on a interrogés, entre 15 et 25 ans, un large panel, c'est qu'il manque d'outils innovants pour les aider à être accompagnés. Ça veut dire quoi? C'est que c'est précisément la question de l'accompagnement, de la médiation qui n'existe pas aujourd'hui. Et je crois que c'est ça que peut apporter le numérique, avec une approche personnalisée et en s'appuyant sur des partenaires institutionnels forts. Vous preniez l'exemple de ce qu'on peut faire dans les régions, Madame, tout à l'heure. Voilà, on peut imaginer des outils qui vont agréger des informations sur les métiers dans le territoire, des informations sur les formations et les adapter à la recherche de l'élève. Ce n'est pas l'élève qui va aller vers l'information avec le digital demain, c'est le digital qui, à travers des outils personnalisés, va pouvoir lui apporter des réponses aux différents stades où il en est. Et il y a quelque chose, alors ça c'est ce qu'on est en train d'imaginer chez DigiSchool, mais il y a quelque chose qui est vraiment important, et c'est mon dernier point sans vouloir être trop longue, c'est que effectivement l'information personnalisée c'est très important, mais il y a aussi la mémoire. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire quel a été votre parcours tout au long de votre chemin scolaire, vos différentes recherches. Alors vous êtes allé sur des salons, d'accord. Vous êtes allé dans des journées portes ouvertes, vous avez travaillé sur Parcoursup, vous avez travaillé avec vos profs, vous avez fait différentes journées, voilà. Mais cette mémoire-là de toutes vos actions qui constituent votre parcours d'orientation, parce que l'orientation, c'est pas une décision, c'est un parcours. Ça se construit sur plusieurs années, c'est long, ça mature avec le temps, avec sa personnalité. Ça aussi, le digital peut l'apporter en mémorisant toutes ces datas et surtout en les restituant aux jeunes et aux moins jeunes, parce que orientation, réorientation, c'est tout au long de la vie qu'on peut se réorienter. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça qu'on est en train de réfléchir, et je crois que c'est ça que peut apporter le numérique dans ces enjeux stratégiques que l'on vient de décrire. Catherine Morin-Desailly, vous voulez peut-être réagir à toutes ces questions et à ce que je viens de dire Marie-Caroline Missière. Oui, je souscris à ce que vous venez d'expliquer, Madame. Vous avez bien tout de même appuyé sur le fait que les solutions numériques, ça apporte de l'information. Peut-être que via les algorithmes, il y a des sélections qui se font avec des propositions qui, du coup, sont formulées pour les jeunes. Mais je crois que rien ne remplace, et vous l'avez dit, la médiation, l'accompagnement humain, l'accompagnement des adultes, de la famille, de la communauté éducative, et je vais dire jusqu'aux entreprises. Et moi, je crois beaucoup aussi à la responsabilité sociale des entreprises dans cet immense défi qui est l'orientation. Vous savez, moi, ma permanence parlementaire, je vois régulièrement des jeunes frapper à la porte parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de stage dans les entreprises. Alors moi, je les prends toujours parce que je me dis, je ne vais pas les laisser au bord du chemin, que ça soit un stage de 3e, que ça soit un stage ultérieurement. Et je crois qu'il faut aussi
travailler cette question, parce que si on se plaint peut-être aussi que certaines entreprises ont des vacances de poste, que si elles ont les moyens de s'investir un petit peu plus dans l'accompagnement aussi, la sensibilisation, l'explication de ce que sont des métiers peu connus, y compris auprès des formateurs, eh bien chacun sera tout à fait gagnant. Moi je crois qu'il faut rendre le jeune acteur de son orientation et de son parcours de réussite, avec bien entendu des adultes qui sont aussi motivés et sensibilisés à ça. Je trouve que c'est une excellente chose que dans la réforme Parcoursup, on ait désigné 2 professeurs responsables en classe de terminale. Et pour avoir fait le tour d'ailleurs des proviseurs, beaucoup de proviseurs, ils ont dit que ça a très bien marché. En réalité, les professeurs ont été complètement partie prenante dans cette affaire et dans cette aventure pour une première année de mise en œuvre. J'ai envie de dire qu'il faudrait l'étendre à chaque niveau et au plus tôt possible, dès le collège. On parle du lycée, mais c'est dès le collège. Pourquoi pas à l'école primaire aussi, commencer cette sensibilisation en introduisant des petits modules, l'accueil aussi d'intervenants extérieurs. En tout cas, on peut quand même regarder les chiffres après une décroissance. Il y a une embellie de l'apprentissage. Ça veut dire aussi qu'il y a à la fois l'État qui est très mobilisé sur ce sujet. Les régions sont très mobilisées sur l'apprentissage et s'emparent la question, n'est-ce pas? S'emparent beaucoup de la question, veulent même aller plus loin, veulent faire réussir leurs jeunes dans leur territoire. Donc ça, c'est un environnement extrêmement positif pour avancer sur le sujet. Alors justement, les régions, Georgette Briard, vous parliez tout à l'heure des outils. On va revenir sur cet outil que vous avez mis en place dans la région Bretagne, le site Cléor, clé pour l'évolution et l'orientation en région, service d'aide en ligne à l'orientation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce site et notamment sur les métiers que vous proposez au public, particulièrement peut-être ceux qui s'intéressent au métier de l'artisanat? C'est un outil gratuit qui a pour objectif de donner de l'information contextualisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les métiers, les formations, avec différentes entrées. Il y a des entrées métiers, des entrées formation, des entrées centres d'intérêt. Il y a 5 entrées. Donc je ne vais pas expliquer tout le système. L'objectif étant de permettre à chaque utilisateur, usager, de naviguer à l'intérieur de cet outil. Je voudrais dire que l'outil n'est pas seulement élaboré par la région Bretagne, mais c'est une co-construction région Bretagne, Bourgogne, Franche-Comté, région Centre Val-de-Loire, et puis la région Normandie nous a rejoint, et il y a une autre région, je ne sais plus si c'est Arras ou je crois que c'est Arras qui nous a rejoint. Bref. Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, voilà. Nous sommes plusieurs régions à travailler sur ce sujet. Et l'objectif, c'est de permettre aux personnes qui recherchent de l'information, d'obtenir de l'information sur le contenu des métiers, sur les emplois, les entreprises qui recrutent. Et donc du coup, comme sur une région comme en Bretagne, nous avons beaucoup de petites et moyennes entreprises qui sont identifiées comme étant des entreprises soit formatrices pour l'apprentissage, pour les contrats de pro, ou bien des entreprises qui peuvent insérer dans l'emploi, puisque ce sont des entreprises qui offrent des postes aux personnes qui sont intéressées par les métiers. Voilà l'objectif de l'outil, être dans la réalité du territoire, la réalité de l'insertion dans l'emploi, et pour le futur, puisqu'on peut peut-être dresser un peu de perspective, le site Cléor sera une brique de notre plateforme web collaborative que nous sommes en train de mettre en place avec l'ensemble des partenaires. Vous avez parlé des partenariats, moi j'ai parlé des rectorats de l'éducation nationale. Bien sûr, nous sommes en partenariat, en réflexion avec l'artisanat, avec les réseaux consulaires, avec aussi les branches. Et la région Bretagne est en train d'élaborer avec les branches et avec l'artisanat ce qu'on appelle des contrats d'objectifs qui auront 4 axes. Un premier axe, observation des métiers. Deuxième axe, l'offre de formation. Comment on va sur les métiers socles, comme j'ai dit tout à l'heure, les métiers futurs. Troisième axe,
l'attractivité des métiers et l'information sur les métiers. Et quatrième axe, l'accompagnement des entreprises en matière de recrutement, puisqu'on sait très bien qu'il y a des difficultés de recrutement. Je ne sais plus, c'est Madame la sénatrice qui a parlé tout à l'heure que les relations étaient à construire dans les deux sens, l'école, les jeunes vers l'entreprise, mais aussi l'entreprise vers l'école, vers les jeunes, vers les familles, pour accueillir des stagiaires, pour accueillir des apprentis. On sait bien que là, il y a tout un travail de réflexion à construire et nous comptons bien sûr sur les chambres des métiers, sur les représentants de l'artisanat pour élaborer tout cela ensemble. Jean-Marc Huard, on le voit, hein, la complémentarité entre les différents organismes, entre les régions, entre l'État, entre les chambres des métiers, c'est important. Une mission a été confiée par le ministre de l'Éducation nationale à Nathalie Mons et Pascal Charvet sur l'éducation et l'orientation, et notamment sur cette complémentarité entre les régions, l'État, les différents organismes. Comment se déroulent les discussions et qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Écoutez, à ma connaissance, les discussions se passent bien. Le rapport va être terminé dans quelques jours, dans quelques semaines. Et l'intérêt, et ce qu'ont fait effectivement les responsables du rapport, c'est de discuter de manière très très large avec l'ensemble des acteurs. Parce que c'est un petit peu là-dessus aussi que je voulais insister. Il a été parlé d'algorithmes. Alors ça fait toujours peur les algorithmes et ça fait débat et ça crée débat. Et là on est à la période où les débats sur la question des algorithmes, notamment sur l'orientation et l'affectation, vont commencer. L'algorithme il n'a d'utilité que pour permettre l'équité. Mais avant et après, c'est de l'humain. Avant dans l'accompagnement, et il faut bien sûr utiliser les ressources numériques, mais Marie-Caroline Missire l'a bien dit, Madame la Présidente vous l'avez dit également, il y a de l'information, mais il faut de l'accompagnement. Ensuite, la décision, et notamment les décisions d'affectation, ça doit être une décision humaine. C'est le grand apport, notamment de Parcoursup, d'avoir intégré cette dimension, ou réintégré cette dimension humaine. Mais l'humain, ce n'est pas uniquement l'éducation nationale, notamment dans la première phase. Moi, je veux rendre hommage aux professeurs, vous l'avez dit, Madame la sénatrice, vous l'avez dit, on a été assez soufflé, dans le bon sens du terme, par la mobilisation qu'il y a eu l'année de mise en œuvre de Parcoursup, et la mobilisation et l'accompagnement qui a été fait auprès des élèves. Mais plus largement, et notamment pour les sujets qui nous intéresse ici, et pour l'apprentissage et pour les formations professionnelles, on ne peut pas, et je m'adresse aux artisans, je m'adresse aux professionnels qui sont dans la salle, on ne peut pas le faire sans vous. Parce que le prof de français, il est d'abord spécialiste de français. Alors évidemment, il faut qu'il soit formé à l'accompagnement des élèves. Le prof de mathématiques, il est d'abord professeur de mathématiques. Il faut qu'il soit ouvert à l'orientation, il faut qu'il connaisse tout cela, mais on a besoin absolument de travailler ensemble. Et c'est pour ça, et je reviens finalement à ce que je disais au début, les portes qui se sont ouvertes grâce à la loi Pénicaud, en confiant aux régions la responsabilité de l'information sur l'orientation, la porte des établissements qui s'est ouverte, c'est une porte dans laquelle les régions, les professionnels doivent pouvoir rentrer pour être aux côtés des enseignants, pour travailler en commun pour le bien des élèves. Merci beaucoup Jean-Marc Huard. On va finir avec vous Catherine Morin-Desailly. Très rapidement, je sais que vous voulez réagir aux propos de Monsieur Huard. Et puis après, on va parler de l'actualité de votre région, la Normandie qui a accueilli fin 2018 la finale nationale des Olympiades des métiers. Les meilleurs d'entre eux s'envoleront pour la Russie pour défendre leur titre lors de compétitions internationales. Et la France est candidate pour accueillir en 2023 la finale mondiale de cet événement. Alors, on imagine la fierté de la conseillère régionale de Normandie, mais vous allez nous dire, je suppose que c'est un facteur efficace, un vecteur efficace, bien sûr, pour la promotion de l'apprentissage, pour la promotion de l'orientation. Il n'y a pas de plus belle vitrine, vous en conviendrez tous et toutes. D'abord, c'est une atmosphère de fête exceptionnelle et tous ces jeunes y vivent une aventure d'abord humaine, une expérience unique et puis c'est une exposition extrêmement positive de tous les métiers que chacun d'entre eux apporte. C'était pas
pratiquement plus de 700 jeunes qui se sont retrouvés à Caen et je crois qu'on est prêt à accueillir encore en Normandie s'il fallait. Ça va tourner, bien entendu. Mais voilà, il faut renouveler ce genre d'événements parce que ça participe de la promotion de tous les métiers qui relèvent de ce que j'appelle l'intelligence de la main, l'intelligence intellectuelle, de toutes les intelligences, de tous les savoir-faire qui mènent à des parcours de réussite exceptionnels. Je voulais juste dire quelque chose pour rebondir sur ce que disait Monsieur le Directeur. C'est vrai que les professeurs se sont beaucoup investis, ça a été très surprenant, très encourageant. Maintenant, je pense qu'il faut quand même une petite révolution culturelle au sein de notre éducation nationale. Je dis notre parce que j'ai enseigné pendant un certain nombre d'années, donc je connais mes anciens collègues et je sais qu'il faut aussi, c'est pour ça que j'ai insisté sur la formation initiale et continue des enseignants. Il faut que dans leur formation initiale, on soit au-delà de l'enseignement de leur discipline pure. Il faut avoir des modules de formation, justement de découverte des entreprises, de découverte de métiers, de travailler sur les neurosciences. Bref, il y a tout un ensemble de sujets. Le numérique. Il y a tout un ensemble de sujets qui doit permettre aujourd'hui d'adapter aussi le métier de l'enseignant à l'heure du 21e siècle. Nous avons aussi, je vous renvoie vers nos rapports, parce que moi je suis là aussi pour faire la promotion de tous les travaux qu'on fait au sein de notre commission. Deux collègues de notre commission, Max Brisson et Françoise Laforbe, ont fait un superbe rapport sur le métier d'enseignant qui justement pointe du doigt un certain nombre d'évolutions souhaitables, de réflexions pour répondre aussi à la demande d'épanouissement, et c'est légitime, des enseignants dans leur investissement pour les élèves. Un enseignant, il a toujours envie que l'élève réussisse en réalité. Donc c'est vraiment un point très très important. Il faut que l'enseignant soit là, heureux de l'être aussi, pour que les élèves soient heureux également, je pense. Très rapidement, vraiment très vite. J'ai quitté, pour vous rejoindre, j'ai quitté les assises de la formation et donc la révolution, elle est en route, en marche. C'est la révolution de la formation initiale, c'est aussi la révolution de la formation continue des enseignants. Et puis vous évoquiez les Olympiades des métiers. J'insiste sur la dimension internationale. Nous avons une réglementation des diplômes qui permet des mobilités longues à l'étranger et la reconnaissance sous un certain nombre, je dirais, d'éléments qui sont extrêmement définis, mais qui permet vraiment le domaine des possibles. Et je dirais que j'espère que notre pays accueillera les prochaines Olympiades. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde. Et place donc à la seconde table ronde consacrée au parcours d'apprentissage. La loi Pénicaud a levé plusieurs freins à l'embauche des apprentis, procédures administratives désormais allégées et sécurisées, mais aussi assouplissement des spécificités du droit du travail applicable aux apprentis. Les parcours des apprentis sont désormais plus individualisés. Le rôle majeur du maître d'apprentissage a été mis en évidence. Comment rebâtir le parcours d'apprentissage au service des entreprises et des apprentis? C'est la question à laquelle nous allons répondre avec nos 5 intervenants. Sophie Primas, sénatrice Les Républicains des Yvelines, présidente de la Commission des affaires économiques. Jérémy Monnier, président des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Esther McNamara, vice-présidente secteur public Open Classrooms. Nicolas Gouin, on vient de vous voir, boulanger, pâtissier, chocolatier de l'enseigne L'Atelier du Pain de Caïs, c'est en Normandie, Pristart et métier et maître d'apprentissage dans les catégories mobilité internationale. Et puis Vincent Aguilera, bonjour, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Garonne. Merci à tous les 5 d'être avec nous. Alors Sophie Primas, l'an dernier, vous étiez là, à cette même place, et vous avez déclaré « Il faut rendre à l'apprentissage ses lettres de noblesse ». Est-ce qu'un an plus tard, et notamment avec la réforme Pénicaud, qui avait pour but de valoriser l'apprentissage, entre autres, est-ce que vous avez noté une évolution dans la perception du public, des familles? Est-ce que l'apprentissage est désormais mieux perçu? Merci de me donner la parole. Bien sûr que l'apprentissage est beaucoup mieux perçu, mais je ne crois pas, alors je ne veux pas être désagréable avec Madame la Ministre, mais ce n'est pas juste cette loi, c'est juste un long phénomène et une longue sédimentation du travail qui a été réalisé depuis des dizaines d'années, j'allais dire, mais particulièrement, j'allais dire, dans les 10 dernières années, à la fois évidemment par tous ceux qui sont les acteurs de l'apprentissage, les chambres de métiers, les chambres de commerce, pardon de parler d'elles, et du travail parlementaire qui a été fait, du travail politique qui a été réalisé. Donc c'est une longue segmentation qui a effectivement
connu une accélération dans la mise en œuvre dans l'éducation nationale avec cette loi l'année dernière, mais je crois que c'est un travail de fond qui est en réalité réalisé. Je crois que vraiment l'apprentissage aujourd'hui est en train de changer d'image. Alors tout à l'heure on en parlait avec mon voisin, c'est pas bien pendant la table ronde précédente, mais on en parlait un petit peu. Moi je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que je pense qu'enfin ce travail longuement entrepris est en train de payer, mais je trouve aussi qu'il y a ce que j'appelle une inversion de la courbe du prestige. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des stars qui ne sont pas que des footballeurs. Il y a des stars boulangers, il y a des stars charpentiers, il y a des stars qui sont nos émissaires dans les pays étrangers. Boulanger, bien sûr, évidemment, pâtissier, etc. Et je pense aussi que la médiatisation des métiers de la main, des métiers de l'artisanat, a fait beaucoup aussi pour que les jeunes se disent moi aussi j'ai envie d'être un boulanger extraordinaire qui ouvre 10 boulangeries de l'autre côté du globe, où j'ai envie d'être dans ma commune le meilleur pâtissier, le meilleur charpentier, le meilleur menuisier, pardon. Je fais attention. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une inversion de la courbe du prestige des métiers, et qu'aujourd'hui on est peut-être encore plus heureux d'être un excellent boulanger que d'être un médecin. Pourtant on a besoin de médecins. Donc je trouve qu'on est aujourd'hui dans cette logique-là. Et puis moi il y a une autre chose qui m'a frappée, c'est-à-dire que pour pousser l'apprentissage, on voit bien que les efforts sont en train d'être faits dans l'éducation nationale. Et Dieu sait, monsieur le directeur général, si on en avait besoin, il faut faire rentrer les métiers dans les écoles et le faire le plus vite possible. On a un effort évidemment qui est mené par les centres d'apprentissage, les chambres de métiers, d'artisanat, etc. depuis des années et qui payent. Il y a du travail des collectivités territoriales et bien sûr des régions qui commencent également à payer. Mais il y a aussi chez les parents enfin ce déclic, parce que les parents, on les oublie trop souvent, mais les parents sont des acteurs majeurs de l'orientation. Et véritablement, je trouve qu'également avec cette nouveauté dans nos parcours professionnels, qui est effectivement qu'à 45, à 40 ans, à 45 ans, on remet en cause sa propre formation et son propre parcours. Et on se dit, tiens, j'ai 45 ans, j'ai envie de changer de métier, je suis chef d'entreprise, cadre commercial dans une boîte, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie d'être mon patron, je vais aller faire un CAP, je vais aller faire une formation dans un métier de l'artisanat et je vais m'installer, et c'est un nouveau départ. Et en fait, ce déclic-là, ils l'autorisent aujourd'hui à leurs propres enfants, comme étant une voie de la réussite. Donc je pense que tous ces facteurs-là sont en train de payer. Et je trouve, oui, que effectivement, l'apprentissage est plutôt sur une bonne voie, même s'il reste énormément de travail à faire. Vincent Aguilera, on l'entend, l'apprentissage est plutôt sur une bonne voie. C'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis la mise en œuvre, depuis même le début des concertations sur cette réforme Pénicaud. Les chiffres nationaux montrent une hausse des contrats d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se traduit chez vous, sur le terrain en Haute-Garonne ? Alors, tout d'abord, je souhaite saluer mes amis et collègues présidents de chambre de métiers. J'interviens au niveau de la chambre de métiers de la Haute-Garonne, mais je suis soutenu par mes autres amis présidents de chambre de métiers de l'Occitanie, notamment de l'Ariège, du Gers et de l'Aveyron, et de la Lozère, pardon. Et nous sommes plutôt satisfaits. Et cher président, merci de me laisser prendre la parole aujourd'hui. Nous sommes plutôt satisfaits de cette réforme, en tout cas dans son début. Et j'y reviendrai après, puisque nous avons une dynamique qui a été lancée par l'État et les régions, ce qui nous a permis d'avoir une croissance du nombre d'apprentis dans nos CFA que nous n'avions pas connue depuis plus de 10 ans. Plus 4,4%, en tout cas en Haute-Garonne, ce n'est du jamais vu. Nous formons 9000 apprentis en Haute-Garonne. Nous avons 290 formations proposées dans 36 CFA. Nous ne pouvons nous réjouir que de cette performance, mais je voudrais dire attention, puisque ces chiffres peuvent être aussi rapides en termes d'évolution qu'en termes de décroissance. Pourquoi ? Parce que nous faisons face aujourd'hui, en tout cas dans nos champs de métiers, à un nombre d'immatriculations d'entreprises qui correspondent à des auto-entrepreneurs. Et je tiens à souligner ici que les auto-entrepreneurs créent leur propre emploi, donc diminuent les chiffres du chômage, mais
n'embauchent pas d'apprentis au sein de leur entreprise. Nous avons cette dynamique parce qu'elle est portée depuis 1 an maintenant par l'État, par les régions, puisqu'on parle d'apprentissage, on parle de réforme d'apprentissage. Et tout à l'heure, nous avions fait référence à l'information et l'orientation. Et l'information a un gros déficit chez nous, partout dans notre France nationale, un déficit d'image. Et pourtant, aujourd'hui, on peut dire que l'apprentissage est une voie royale, autant que les filières classiques, puisque 80% de nos jeunes, dans les 6 mois, ont un emploi. Et 1 sur 2 devient chef d'entreprise. Et j'irai même au-delà dans les projections, en voyant plus loin, en ne s'arrêtant pas à court terme, mais à moyen terme. Nous aurons un problème demain aussi de cession, reprise d'entreprise, où nous avons énormément de chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans et qui doivent être forcément remplacés par des gens qui sont formés par la voie de l'apprentissage et qui reprendront ces entreprises. Et ces statistiques, si on les pose sur le papier, sont extrêmement encourageantes pour cette réforme. Mais si on creuse un peu plus, on voit bien que le statut de l'auto-entrepreneur ne va pas prendre le pas sur nos entreprises artisanales dans le cas de l'apprentissage. Et ils ne vont pas embaucher comme aujourd'hui nos entreprises artisanales embauchent. Donc c'est un constat heureux aujourd'hui. Mais attention, il ne faut pas que le soufflet retombe aussi vite qu'il n'est monté dans les années à venir. Je pense qu'il faut aller plus loin dans le cadre de l'évaluation, dans le cadre de l'orientation, et ça ce sont des sujets que nous aborderons après, qui ont été abordés aussi par le directeur général de l'Éducation nationale, dans les partenariats que nous avons avec les collectivités locales, collectivités territoriales, État et le système éducatif, parce que sinon, nous allons voir une réforme qui aura été grandement menée, mais qui va vite s'essouffler dans les années à venir. Et ça, c'est dommageable, parce que nous avons engagé une première piste d'ouverture qui me paraît extrêmement favorable. Ensuite, pour les chefs d'entreprise, très important, l'apprentissage, c'est un vivier de main-d'œuvre formée, tant à la théorie qu'à la pratique, par leurs pairs, pas par des enseignants de système général, de catégorie générale. Et ça, c'est extrêmement important pour la relève, pour l'embauche et pour la qualification de notre main-d'œuvre. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Vincent Aguilera. Je vous redonne la parole un peu plus tard. Nicolas Gouin, en tant que professionnel, est-ce que la réforme de l'apprentissage a répondu à vos attentes? Est-ce que vous trouvez plus facilement des apprentis, ou est-ce que vous avez encore des difficultés pour trouver des apprentis, des salariés qualifiés? Je suis désolé, j'ai pas autant Oui, c'est bon, allez-y. J'ai pas autant d'éloquence que ces messieurs dames. J'ai pris des notes. Je suis désolé. Hein. Allez-y. Tac. C'était la dernière question. Au niveau de la réforme, donc c'était ça? Oui. Est-ce que depuis la réforme Pénicaud, est-ce que ça vous a facilité la tâche au quotidien? Est-ce que vous trouvez plus facilement des apprentis, ou est-ce que ça n'a rien changé pour vous? Pour moi, il est trop tôt pour répondre vraiment à cette réforme. Après, on est dans un milieu rural. Donc j'ai mon président de chambre des métiers qui a tendance à dire que chez moi c'est l'auberge espagnole. Parce qu'on a tendance à les héberger. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que l'éloignement, tout ça, c'est pas toujours facile. Après, c'est vrai que l'aide pour passer le permis pour les jeunes, ça répond plutôt à ma problématique. Ça, c'est très très bien pour la réforme. Les entrées, les sorties permanentes, ça apporte de la souplesse pour le recrutement. Je trouve ça bien. L'individualisation des parcours, qui va mieux répondre au profil des jeunes. Le SAS, la préparation de l'apprentissage pour permettre, je trouve que c'est une bonne idée. Le critère pour valoriser les centres de formation, ce sera une bonne chose.
Mais Après, vous, moi, sur votre il y, quotidien- a quelque chose qui me dérange. Par exemple, tout à l'heure, sur le SAS, on parlait tout à l'heure de DIMA. Moi, je suis sorti de DIMA parce qu'en fin de compte, je suis sorti de 4e. Le DIMA, c'est le pré-apprentissage. Le pré-apprentissage, je vais vous redonner les chiffres, monsieur. Je vais vous redonner les chiffres. Vous m'avez dit c'est 10 000 personnes. C'est 10 000 pour les DIMA, c'est 10 000 personnes. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que moi, j'aurais pas fait pré-apprentissage. J'en serais pas là aujourd'hui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le pré-apprentissage, c'était vraiment beaucoup plus global. Le SAS, ça s'inscrit beaucoup moins d'heures. Alors, le SAS, je trouve ça super bien. Mais laisser ou remettre le pré-apprentissage serait aussi une bonne solution, parce que je peux vous dire que ça permet aussi, ne serait-ce qu'à 10 000 personnes, de pouvoir bien se former. Voilà. Mais sur votre quotidien, Nicolas Gouin, parce qu'on a envie de savoir comment ça se passe au quotidien pour vous, est-ce que les apprentis, vous les trouvez facilement ? Le quotidien, oui, je les trouve facilement. Moi, voilà, dans la réforme, il y a aussi autre chose qui me dérange, c'est la prime à l'apprentissage. Alors oui, ça aide les entreprises à prendre des apprentis, c'est super bien. Moi, je dis ok, d'accord. Maintenant, quand je prends moi un apprenti en CEP et pâtisserie qui a 16 ans, grossièrement, il coûte un petit peu moins de 400 €, on va me donner 4 000 € la première année. Formidable. Sincèrement, pas pouvoir payer quelqu'un 400 €, on m'aide à payer quelqu'un 400 €. Voilà, je trouve c'est pas constructif parce que c'est de la main d'œuvre gratuite. Après, il y a des jeunes, et la jeune fille qui était là tout à l'heure, elle est dans ce cas-là, elle a plus de 18 ans ou plus de 21 ans, elle se retrouve à vouloir faire un diplôme de niveau 4 par exemple, qui eux, ils seront amenés à créer nos entreprises, à reprendre nos entreprises, c'est vraiment des valeurs sûres pour l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, un jeune de plus de 21 ans, moi, il va me coûter par exemple 1 200 €. Je vais aussi avoir 4 000 € de prime pour le jeune de plus de 21 ans. Alors c'est un peu pervers, parce qu'il y en a ça fait de la main d'œuvre à pas cher, ils préfèrent prendre des jeunes de 16 ans au lieu de 21. Ce serait bien de pouvoir... Et le lissage des primes, 4 000, 2 000, 1 000, c'est pas forcément une super bonne idée, parce que ça crée encore de l'opportunisme. Et après, si on prend un jeune en difficulté, on va le prendre du coup sur 3 ans. On va le prendre, la première année, on va nous donner 4 000, la deuxième année, on va nous donner 2 000, la troisième année, 1 000. Mais c'est un jeune en grande difficulté, il va demander beaucoup plus d'implication du maître d'apprentissage. Ça va pas dans le sens d'aider des jeunes en difficulté. On a bien compris votre message, Nicolas Gouin. Merci. Je vous redonne aussi la parole tout à l'heure. Je vais vous donner la parole, Estelle McNamara. Vous êtes vice-présidente du secteur public Open Classrooms. Avant de vous donner la parole, peut-être un petit mot pour nous expliquer ce qu'est Open Classrooms. Bien sûr. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, Open Classrooms, c'est anciennement le site du zéro. C'est un site qui a été créé par Pierre Dubuc et Mathieu Nebra quand ils avaient 11 et 13 ans. En 1999, quand il y a eu l'arrivée d'Internet, ils ont eu cette curiosité adolescente de dire qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose de nouveau, comment ça marche ? Et ils ont eu la chance d'avoir des parents qui leur ont offert un livre pour leur expliquer comment ça marche. Ils ont trouvé ça extrêmement compliqué, ils se sont dit en fait c'est simple, donc on va l'expliquer à nos amis. Et ils ont fait une page web où ils expliquaient comment faire un site web. Et les amis ont trouvé ça super, ils en ont parlé à leurs amis, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est une communauté de plus de 3 millions de personnes qui vient chaque mois sur notre site pour se former au numérique. Tout le contenu de la plateforme est accessible gratuitement. Voilà, parce que la mission d'Open Classrooms, c'est de rendre l'éducation accessible. Donc on le fait et en même temps on propose aux personnes qui le souhaitent de changer de métier, d'être dans une démarche de reconversion ou de changement de métier pour la première, pour la deuxième ou pour la troisième fois parfois dans certains cas, sur des métiers qui sont ceux qui sont au cœur de la transformation numérique, donc les métiers de la data, les métiers de la cybersécurité, les métiers de l'IT, les métiers du design, mais aussi tous les métiers qui sont transformés par la révolution numérique, et notamment dans les services, donc de la gestion au management, au design, etc.
Et donc, on a aujourd'hui 40 parcours diplômants sur notre site, avec des corpus académiques très solides. Comment on fait ça ? On propose aux personnes véritablement un compagnonnage, c'est-à-dire qu'on réinvente une forme d'artisanat sur les métiers du numérique en mettant en lien un expert métier qui va suivre une personne, je ne dis pas un jeune, parce qu'en vrai nos publics sont j'ai regardé pour venir, j'ai préparé un petit peu, sur notre cursus de formation chef de projet digital, on a eu des diplômés de 17 à 54 ans. Donc évidemment, on a pas mal de jeunes, c'est pas une surprise je crois, mais c'est vraiment pour tout le monde. Et ces personnes sont suivies individuellement par un expert métier qui travaille et qui le joint, cette personne, 1 heure par semaine et qui l'aide à réaliser des projets. Donc on est dans le concret, on est dans je vais faire un site internet et voilà, et j'ai réussi, j'ai compris ce qu'il faut faire ou j'ai pas compris et je demande à mon mentor qui chaque semaine va un peu me motiver aussi, me dire mais où t'en es et pourquoi t'es bloqué, si t'as pas compris comme ça, regarde peut-être ailleurs, il y a une autre explication. Et donc on est vraiment en train de faire progresser des milliers de personnes en permanence dans leur devenir, dans leur reconversion vers ces métiers nouveaux. Alors on en parlait tout à l'heure avec Catherine Morin-Desailly, c'est vrai qu'il y a plusieurs centaines de milliers de postes qui sont à pourvoir, notamment dans les entreprises artisanales, et dans le même temps il y a près d'1,5 million de jeunes qui sont sans formation, sans emploi, sans orientation. Comment on fait pour résoudre cette situation paradoxale ? Alors, nous, on croit en une seule chose, l'alternance. L'alternance, l'apprentissage, en particulier. On a créé, en 2017, un CFA. C'était le premier CFA 100% online. Donc, c'était vraiment une disruption. On l'a fait avec, heureusement, le soutien de la région Île-de-France. Et aujourd'hui, alors ça a été compliqué, parce que le droit ancien était très compliqué. Aujourd'hui, on a des dizaines d'apprentis chez nous qui se forment sur notre site et qui sont aussi en entreprise ou dans des structures publiques. J'espère que le Sénat va nous en prendre un ou deux. Je n'ai pas eu le temps d'en parler au président, mais le message est passé. Je vais lui envoyer un petit message. Voilà, c'est ça. Et donc, on a beaucoup de startups qui viennent nous prendre des apprentis. On a des grands groupes, surtout, qui viennent nous chercher des apprentis par centaines. On a des structures publiques, des mairies. Alors, je suis épatée par le nombre de mairies qui viennent aussi dire voilà, j'ai besoin d'un expert en digital, j'ai besoin d'un expert en data, j'ai besoin d'un gestionnaire de paye 2.0. Et ils sont séduits par quoi ? Par la possibilité, justement, de commencer à n'importe quel moment. Et en nous adaptant à toutes les contraintes de la structure. Si vous avez une réunion le lundi matin, l'apprenti il ne sera pas en formation le lundi matin. Tout est façonné, je reprends ce terme spécifiquement, c'est de l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans on réinvente aussi l'artisanat, c'est l'unicité de la formation. Grâce au numérique, chaque formation est unique parce que chaque personne est unique dans sa structure et dans son développement personnel. Donc on accompagne aussi les personnes par des coachs en insertion pour les préparer à l'alternance et à l'apprentissage. Avec la réforme, pour vous dire à quel point ça nous a transformés, on a tout changé. En fait, on l'a fait après la loi. On s'est dit c'est tellement extraordinaire ce qui est en train de se passer. On a dit on va remettre l'alternance au cœur de notre projet d'entreprise. Donc en réalité, hier, dans notre CFA, on avait 4 personnes. Aujourd'hui, chez Open Classrooms, on est 150, plus 1 millier de mentors et de formateurs. Mais sur la structure permanente des 150 personnes, je dirais qu'il y en a 100 qui sont remobilisés directement sur l'alternance et l'apprentissage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire toute l'équipe tech a refait le site internet, donc l'offre d'alternance est complètement présentée. L'équipe communication est en train de construire plein de vidéos pour expliquer comment ça se passe, comment ça marche, parce qu'on doit expliquer aux entreprises le potentiel de l'alternance. Toute l'équipe... ça, c'était assez marrant. L'équipe, entre guillemets, vente. Avant, on vendait de la formation aux entreprises qui voulaient reformer leur personnel. Aujourd'hui, ils disent, mais en fait, c'est même plus des vendeurs. C'est-à-dire qu'ils vont voir les entreprises en disant, j'ai quelque chose qui ne va rien vous coûter. Et je vous apporte la compétence de demain. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de prendre extrêmement bien, extrêmement vite.
Et de l'autre côté, on a toute une équipe dédiée aux étudiants à qui on doit aussi expliquer. On le fait de manière digitale, on le fait sur les réseaux sociaux. On a commencé en décembre par une expérimentation dans 2 régions, Hauts-de-France et Île-de-France. On a poussé beaucoup de communication digitale pour impliquer, expliquer. On a beaucoup parlé de ce besoin d'explication, cette pédagogie. Donc nous, je pense en réalité qu'on a une chance inouïe. On est à un moment historique. On a un investissement majeur dans la formation professionnelle avec le PIC. C'est un moment historique. On a une réforme avec la loi Blanquer bientôt qui simplifie massivement les dispositifs. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, il appartient aux acteurs, à tous les autres acteurs, d'y aller, de saisir ces opportunités pour changer ces vies. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention, Esther McNamara. Jérémy Monnier, vous êtes président des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Le nombre de jeunes formés en apprentissage par les Compagnons du Devoir a augmenté de 18% sur un an, soit 800 apprentis de plus que l'année précédente. Vous souhaitez doubler le nombre d'apprentis en 5 ans pour aboutir à 10 000 apprentis en 2022. Est-ce que les mesures contenues dans la loi Pénicaud vont vous permettre d'atteindre plus facilement cet objectif ? Oui, oui. Alors 18% c'est bien, c'est pas suffisant. Doubler le nombre d'apprentis, c'est pas un objectif comme ça pour atteindre un nombre rond. C'est parce qu'il y a un vrai besoin et nos amis des chambres de métiers et de l'artisanat le savent bien aussi. Enfin, on est aujourd'hui déjà en manque de main-d'œuvre qualifiée, mais dans 10 ans c'est une vraie catastrophe sur notre territoire. On a cette opportunité aujourd'hui de pouvoir former plus de jeunes, à condition qu'on sache les capter et les faire venir vers l'artisanat. Or, la première table ronde était vraiment très intéressante sur l'orientation, mais ce que j'aurais aimé entendre, moi, c'est oui, quand on est un bon élève au collège, au lycée ou en formation supérieure, on peut faire un apprentissage pour apprendre un métier parce qu'on a envie de l'apprendre. Aujourd'hui, on peut faire tout ce que l'on veut, ouvrir les portes des collèges, des lycées, faire tout ce que l'on veut si on n'est pas capable de dire que l'apprentissage et montrer que l'apprentissage, c'est une vraie voie d'excellence parce qu'on peut le dire, on peut avoir des beaux discours et beaucoup de gens disent « Ah si, l'apprentissage, c'est une voie d'excellence ». De toutes ces personnes-là qui le disent, j'aimerais savoir combien d'entre elles ont leurs propres enfants qui ont fait un apprentissage. Le président des Compagnons du Devoir que vous avez devant vous, c'est avant tout, il y a 25 ans, un apprenti menuisier. Et ça, c'est quelque chose... J'ai quitté l'école à 14 ans parce qu'un système qui ne me convenait pas, j'étais pas mauvais élève, mais et l'apprentissage, il m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Et c'est ça la force de l'apprentissage. Et monsieur le disait tout à l'heure, peu importe d'où on vient. Alors, jusqu'à aujourd'hui, et encore maintenant, on oriente vers l'apprentissage des jeunes qui sont, si ce n'est en échec scolaire, en refus du système scolaire. À quel moment on va aller présenter l'apprentissage, alors c'est une vraie volonté des réformes aujourd'hui, à des élèves qui ne sont pas catégorisés comme ne pouvant pas continuer dans le système classique. L'apprentissage, il est ouvert à tout le monde et ces réformes, la réforme, entre autres, dont on parle, elle favorise ça et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Pouvoir permettre l'accès à l'apprentissage à tout le monde et à n'importe quel moment. Aujourd'hui, un élève de première, par exemple, qui ne se sent plus à l'aise, va décrocher et peut-être va être perdu. Le fait de pouvoir avoir des entrées et des sorties permanentes, c'est quand même quelque chose qui va permettre de raccrocher ces jeunes-là. Donc oui, ça va nous permettre de multiplier le nombre d'apprentis en règle générale sur le territoire français, mais à la seule et unique condition que tout le monde fasse l'effort de présenter l'apprentissage à tous les publics et pas seulement à une petite catégorie de public que l'on imagine être plutôt fait pour l'apprentissage. Et oui, l'apprentissage n'est pas fait pour tout le monde, mais il est fait pour beaucoup et beaucoup peuvent s'y retrouver. Tout à l'heure, on avait le témoignage d'une jeune fille qui disait « J'étais la dernière de ma classe, j'étais en DIMA, puis aujourd'hui je suis deuxième ». Oui, peu importe, mais il y en a aussi qui sont de très très bons élèves et qui peuvent être de très très bons apprentis. L'apprentissage n'est pas réservé à une catégorie de personnes. L'apprentissage est ouvert à tout le monde et tout le monde peut apprendre son métier en apprentissage. Tout à l'heure, madame faisait, excusez-moi, un petit parallèle avec les médecins. On a besoin de médecins. Qu'est-ce qu'il fait un médecin quand il fait son internat ? Il ne fait pas un apprentissage. Il n'a pas un maître d'apprentissage à côté de lui qui veille à ce qu'il fasse les choses bien. Alors c'est un autre, effectivement, c'est peut-être plus prestigieux encore aujourd'hui d'être médecin que d'être menuisier, mais c'est quand même une vraie révolution si on arrive à présenter l'apprentissage pour tous les publics. Nicolas Gouin, vous voulez réagir ?
Pour ma part, je prends des élèves en post-bac, ça m'arrive. Hein. Et la boulangerie-pâtisserie, c'est plutôt bien plébiscité à la télé. Donc les jeunes, voilà. Moi, j'ai eu quelqu'un qui a eu une licence de biologie. Il est arrivé, il a fait un CAP en boulangerie-pâtisserie. Je suis quand même content que la réforme de l'apprentissage aujourd'hui passe. Parce que moi, le jeune qui avait une licence de biologie, il était obligé de suivre un cursus scolaire en CAP normal avec 400 heures de cours, à suivre des cours de français et à suivre aussi des cours de sciences appliquées où limite il était plus qualifié que l'enseignant. Donc c'est vrai que les jeunes qualifiés, il y en a de plus en plus et c'est vrai que quand ils sont bien, c'est impeccable. Merci Nicolas Gouin pour ce témoignage. Je vous redonne la parole dans quelques instants puisqu'on va parler des maîtres d'apprentissage et de l'importance des maîtres d'apprentissage. Sophie Primas, en 2016, vous avez porté avec plusieurs de vos collègues sénateurs une proposition de loi qui visait à développer l'apprentissage comme voie de réussite et vous proposiez, entre autres, de rendre obligatoire la formation des maîtres d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? D'abord, je voudrais vous remercier de faire référence à cette proposition de loi qui a été en fait un travail très approfondi de terrain qui a été mené par la délégation aux entreprises qui est présidée ici par une femme aussi, Elisabeth Lamure. Et c'est vrai que j'ai la faiblesse de croire qu'une partie de la réforme aujourd'hui s'est inspirée ou en tout cas a repris des éléments qui étaient dans cette proposition de loi. La seule différence, c'est que on avait davantage mis, et ça ne vous étonnera pas du Sénat, les régions au cœur de cet apprentissage-là également et de cette formation, tant nous pensons ici au Sénat que c'est aussi une question d'aménagement du territoire et que les régions ont un rôle à jouer. Alors oui, bien sûr, l'apprentissage et la formation des maîtres d'apprentissage est un élément extrêmement important. J'allais dire, c'est la donnée de base de tout l'enseignement, qu'il soit de l'apprentissage, qu'il soit de l'éducation nationale classique. On a besoin d'un mentor. On ne devient pas pianiste sans être fou d'un homme ou d'une femme pianiste. On ne devient pas écrivain sans avoir lu un certain nombre d'auteurs. On ne devient pas. Enfin, on a besoin dans la vie d'avoir des moteurs comme ça. Et je pense que du coup, la qualité de son maître d'apprentissage est véritablement un apport extrêmement important. Et dans les auditions, dans le travail de terrain qu'on avait réalisé, et je vois l'auteur de la proposition de loi qui est là, Michel Forestier, on avait bien sûr déterminé qu'on pouvait être un très très bon boulanger et être un très très mauvais pédagogue. Donc ça, c'est possible, ça arrive. Voilà. Et donc, les professionnels se retrouvent parfois démunis en matière de pédagogie et donc ont besoin aussi eux-mêmes d'être formés à la pédagogie. Peut-être pas tous, peut-être certains ont ça de façon innée, mais en tout cas, on avait déterminé ça. Donc oui, la loi va plutôt dans ce sens-là. Donc c'est un apport considérable et on est très content que la loi aille véritablement renforcer la pédagogie et la formation des maîtres d'apprentissage. Il y avait là un vide. On le voit bien, moi j'étais mère et je prenais des apprentis et les jardiniers de mes services techniques, les responsables du service informatique, elle me disait oui mais bon je fais comment ça se passe. Elle était un peu, je la poussais donc elle le faisait parce que je lui avais dit de le faire, mais en même temps c'était compliqué d'intégrer dans le service, c'était compliqué d'avoir une vraie pédagogie qui soit aussi utile pour l'apprenti. Alors Nicolas Gouin, quelles compétences, selon vous, avec votre expérience, avec votre quotidien, doit avoir un bon maître d'apprentissage ? Alors, une vision de l'avenir du secteur professionnel sur l'évolution de son métier pour lui transmettre ce qui se faisait avant, ce qui se fait au jour d'aujourd'hui, mais aussi ce qui se fera demain, parce que avoir la vision sur l'avenir de son métier, c'est quand même important. Une écoute, la patience, l'empathie à l'égard de l'apprenti, un profil de coach pour encourager le jeune à oser être ambitieux, vraiment lui faire prendre conscience que moi, personnellement, tout ce que je fais, tout ce qu'on fait à la boulangerie, il y a des gens qui me disent oh, c'est bien, c'est extraordinaire, c'est sympa. Mais si je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Si l'apprenti il a envie de le faire, il faut vraiment lui faire prendre conscience qu'il faut le faire, qu'il peut le faire. Et puis sur la formation du maître d'apprentissage, moi je suis en raccord.
moi je serais plutôt d'accord pour qu'il y ait une formation du maître d'apprentissage, mais je serais plutôt raccord pour qu'elle se fasse dans le centre de formation où les apprentis y vont, pour créer un lien, parce que c'est bien ça qui manque au jour d'aujourd'hui, un lien entre le centre de formation, le maître d'apprentissage et l'apprenti. Le tripartite, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et au jour d'aujourd'hui, les jeunes, ils vont à l'école. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Grossièrement, il y a quand même peu de gens qui le demandent. L'évolution à l'école, il y en a encore moins qui se demandent qu'est-ce qu'il a besoin de faire à l'examen pour être au niveau de l'examen et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour l'améliorer, pour l'amener à la réussite de l'examen, parce que c'est quand même bien ça le but de l'apprentissage, le but de la formation pour tous les diplômes. Mais maître d'apprentissage, hein, c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie au quotidien. Est-ce que vous trouvez que ce rôle est reconnu à sa juste valeur? Alors, voilà, ce serait bien, c'est une sorte de label pour attribuer au maître d'apprentissage, qui soit attribué au maître d'apprentissage, mais par rapport à la performance du maître d'apprentissage qui serait mesurée à la réussite des apprentis à l'examen, mais également à la bienveillance à l'égard de l'apprenti. Une valorisation... Après ça, voilà, moi je l'ai mis parce que ça a le mérite d'être dit. De toute façon, on est là. Une valorisation au niveau de la retraite pour inscrire la démarche du maître d'apprentissage dans la durée. Quelque chose de complémentaire qui s'ajouterait à l'indemnité retraite et non pas une prime one shot à l'année qui, en plus, suivant les gouvernements, suivant tout ce qui se passe, un coup vous avez 1000 €, un coup vous avez 4000, l'année d'après vous avez rien, vous savez pas. Est-ce que ça, si c'était vraiment vu pour valoriser la retraite, pour avoir des points, pour éventuellement aller pour l'inscrire dans le long terme, voilà. Le message est passé et Sophie Primas a l'air d'y être très réceptive à ce message. Oui, je trouve que c'est une bonne idée de trouver un système qui bonifie la carrière de ceux qui transmettent. Parce qu'en fait, c'est un investissement que l'État ne fait pas. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. On va peut-être... Il nous reste 5 minutes sur cette table ronde. Je vois qu'il y a des gens qui veulent intervenir dans la salle. Je vais vous donner la parole. Au fond, une intervention, allez-y. Bonjour, moi je pense qu'il serait judicieux que le maître d'apprentissage nous mette une note pour le CAP ou pour les examens en fin d'année. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'en fait on n'est pas du tout noté par le maître d'apprentissage et par ce qu'on fait en entreprise. Jérémy Monnier, allez-y. C'est plus qu'une bonne idée, c'est comme ça qu'il faudrait que l'on fasse systématiquement. On expérimente depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant chez les Compagnons du Devoir une formation par immersion dans l'entreprise où le maître d'apprentissage a tout ce rôle-là justement auprès du formateur dans l'entreprise pour apprécier la qualité du travail et justement ce qui se fait dans l'entreprise parce que c'est ça qui fera que demain l'apprenti sera un ouvrier qui sera compétent et rentable, même si c'est pas un joli mot, mais c'est quand même la réalité et c'est une très très bonne idée. Et si demain ça pouvait être dans l'évolution systématique, que le maître d'apprentissage ait son mot à dire sur le comportement et la qualité du travail de l'apprenti, ça c'est une très très bonne idée. Alors il faut écouter le Sénat, hein, parce que c'était dans la proposition de Michel, c'était dans cette proposition de loi, donc on est tout à fait en ligne avec vous. Nous, ce lien est très très important et cette formation du maître d'apprentissage, je vous confirme son importance. On le voit aussi tous les jours. Clairement, nous, on fait des visioconférences tripartites avec le maître d'apprentissage, l'apprenti et nous, dans le suivi pédagogique. On est très attentifs. En fait, on a la progression pédagogique de chaque élève. Elle est suivie par un tableau de bord par le maître d'apprentissage et par nos conseillers pédagogiques. Donc on est hyper vigilant quand on voit des apprentissages où le maître d'apprentissage n'est pas investi, on le voit à travers la data, en fait on le voit dans le suivi pédagogique et il nous arrive de contacter évidemment l'entreprise et de dire mais là votre apprenti vous devez lui laisser le temps d'apprendre pour éviter les éventuels abus. Donc ça on est vraiment très vigilant sur ce point. Former les maîtres d'apprentissage, oui, on y travaille. On va sortir des cursus là-dessus. On a des cursus en soft skills aussi. Et tout ça est librement accessible. Donc, voilà. Autre intervention dans la salle. Allez-y, madame. Nicole Richard, ancienne apprentie, artisane, maître d'apprentissage, présidente de chambre de métier.
Moi, il y a 40 ans, on m'a dit tu pourras faire nettement mieux que coiffure. J'ai pas eu mon bac. J'ai 3 bacs à shampoing qui me font vivre tous les jours, qui ne m'ont pas empêché de progresser. En tant que maître d'apprentissage, je suis entièrement d'accord. Le maître d'apprentissage, il doit être formé. Parce que parfois, comme vous l'avez très justement dit, madame, on est un très très bon professionnel, mais on peut être un piètre maître d'apprentissage et ça peut être dévastateur pour le jeune. Ensuite, pour donner une note au maître d'apprentissage, enfin, une note que le maître d'apprentissage donne à son apprenti, attention. Parce qu'on peut être trop sévère et du coup en vouloir toujours plus, ou alors valoriser son apprenti en se disant « Ah ben moi j'ai un super bon apprenti ». L'important d'un maître d'apprentissage, c'est de pouvoir l'apporter, c'est de pouvoir l'emmener à l'obtention de son diplôme et qu'il puisse ensuite trouver du travail. C'est ça l'important. Et effectivement, un apprentissage, ça doit être choisi et pas subi. Et dernière intervention, rapidement, je vous redonnerai la parole après à l'issue de la 3e table ronde. Allez-y, Monique Cassard. Alors d'abord, oui, d'accord pour pouvoir mettre au centre de la formation le chef d'entreprise. Et notamment, c'est prévu plus ou moins dans la modularisation, hein, parce que ça remet l'investissement du chef d'entreprise ou du maître d'apprentissage au centre des préoccupations et de la formation de son apprenti. Je voulais quand même faire un rappel concernant la formation du maître d'apprentissage. C'est que cette formation a été d'actualité à un moment. Nous, au sein des réseaux de chambres des métiers, nous avons ce que nous appelons le MAC. La maître d'apprentissage confirmée. Elle a été très intéressante à un moment donné parce qu'elle était subventionnée, alors ça rappelle un petit peu quelque chose, notamment par les régions. Elle était subventionnée au niveau de 600 € par an, notamment la formation. Et à ce moment-là, on a vu un investissement des maîtres d'apprentissage très important, et en même temps une recrudescence des apprentis. Tout simplement parce qu'il y avait un vrai investissement et en même temps, les maîtres d'apprentissage se sentaient véritablement concernés, connaissaient le pourtour et avaient la pédagogie nécessaire. Donc il faudrait quand même puiser dans tout ce qui a été fait et tout ce qui a été dit, notamment et qui a été supprimé par différentes mesures, pour pouvoir continuer cette élaboration de la pédagogie autour du maître d'apprentissage. Et bon, ben oui, pourquoi pas mettre quelques points au titre de la retraite, pourquoi pas, parce que ça permettrait de valoriser l'investissement au même titre que le font les femmes vis-à-vis de la société, de la nation, quand elles mettent au monde des enfants. Voilà, ben tout simplement, ça pourrait décoller peut-être un peu plus vite l'apprentissage. Merci pour cette intervention. Dernière intervention dans la salle. Jeune homme, puisque vous êtes debout. Oui, bonjour, je m'appelle Jerry, je viens du campus des métiers de Bobigny. Moi, je voudrais savoir en fait comment vous comptez changer le fait que dans toutes les écoles, ou dans certaines, pas toutes d'ailleurs, on ne parle pas assez de l'apprentissage, puisque je sais que moi, je viens d'une école privée et à la base, en fait, le niveau est tellement élevé qu'on ne parle pas forcément de l'apprentissage à la fin de l'année, quand on a fini notre cursus en fait, parce que moi je voulais continuer dans le commerce et c'est en venant ici, c'est une amie à moi qui m'a parlé du campus et de ce qu'il faisait. Donc voilà, en fait c'est ça ma question. Comment vous comptez améliorer le fait de propager, de parler de l'apprentissage dans toutes les écoles? Jean-Marc Huard, on va vous laisser répondre. Merci. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure finalement. Hein. Je crois que il faut dès le collège, dès la classe de 4e, la classe de 3e, véritablement que l'ensemble des élèves se voient présenter l'ensemble des voies de formation, dont l'apprentissage. D'ailleurs, depuis 2 ans, dans le système d'information qui s'appelle AFELNet, qui permet de demander après ses vœux pour la classe de seconde, l'apprentissage apparaît, et il apparaît en bonne place. Il faut aussi que les responsables de centres de formation d'apprentis rentrent l'offre, viennent rentrer l'offre là-dessus. Ensuite, on est en train, alors pardon, je suis un tout petit peu technique, mais pour la rentrée, non pas prochaine, mais suivante,
À Felnet, il y a beaucoup de parents d'élèves sans doute dans la salle comme moi. À Felnet, on ne l'a pas vu parce que c'est l'établissement scolaire qui remplit à Felnet. Eh bien, à partir de l'année 2020, à Felnet sera en téléservice. C'est-à-dire, vous pourrez, avec vos parents, alors vous, ça y est, c'est trop tard du coup, mais vous pourrez, avec vos parents, avoir accès à un portail où l'ensemble de l'offre de formation sera présentée, dont l'offre en apprentissage. Et puis, le travail avec les régions, ce qu'on disait tout à l'heure, est absolument essentiel. Très rapidement, pour finir. Très rapidement, je vais vous répondre aussi que la différence des générations qui nous ont précédés, il ne faut pas vous préparer à exercer un métier. Et c'est formidable que l'éducation nationale vous aide à faire tout ça. Mais préparez-vous individuellement à faire 5 à 10 métiers dans les 40 prochaines années. Donc il n'y aura personne pour vous dire « Attention, il faut se préparer ». Mais il va falloir le faire quand même. Donc renseignez-vous déjà sur la PROA. Renseignez-vous déjà sur tous les dispositifs qui vont vous aider. Enfin, c'est un peu cruel ce que je vous dis, parce que je suis en train déjà de vous dire, préparez-vous à votre deuxième métier. Préparez-vous au troisième aussi peut-être. En tout cas, mettez-vous dans l'état d'esprit de préserver votre employabilité. Parce qu'on est dans un monde où les métiers vont changer à une telle vitesse que ça va devenir vraiment fondamental. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y, Sophie Primas, très rapide. C'est bon? Bon, super. Merci à tous les 5, puisque Nicolas Gouin nous a quittés, mais il était là, d'avoir participé à cette table ronde. Michel Forissier, on vient de l'entendre, Xavier Bertrand, qui est plutôt positif envers cette réforme. Elle va dans le bon sens, dit-il. Cette réforme, elle a des objectifs ambitieux en termes de développement de l'apprentissage. Est-ce que vous pensez que ces objectifs sont atteignables? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir travaillé sur les 3 précédentes réformes du Code du travail qui avaient tous un volet apprentissage, donc avec le ministre Rebsalem, Madame El Khomri et puis Madame Pénicaud, j'ai senti une évolution très positive sur ce dernier texte. Comme le dit d'ailleurs Xavier Bertrand, en plus j'ai énormément travaillé avec lui sur ces sujets, donc je partage totalement son point de vue. Il est important aujourd'hui d'enlever les barrières et de simplifier les choses. Je crois qu'aujourd'hui, le positif de cette réforme, bien que sur certains points, je n'ai pas été suivi, le gouvernement n'a pas décidé d'aller aussi loin qu'on le voulait, et à un moment donné, la loi étant faite, comme l'a dit le président du Sénat tout à l'heure, Gérard Larcher, maintenant il nous appartient de l'appliquer au mieux et de trouver les bonnes solutions. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec, autrefois, vous aviez 5 sources de financement, si bien qu'il fallait être un professionnel pour comprendre d'où venait l'argent. On n'est pas sûr que tout l'argent qui était collecté pour l'apprentissage y allait. Aujourd'hui, on a une source de financement, c'est beaucoup plus simple. Et on a évidemment une nouveauté qui est intéressante, c'est France Compétences. Donc, M. Lardy vous en parlera bien mieux que moi, puisqu'il est à l'origine de beaucoup d'aspects de cette loi, et puis aujourd'hui, il est au pilotage. Et je crois qu'il fallait prendre cette colonne vertébrale qui était nécessaire pour que dans l'ensemble de la France, on ait l'application de la loi. Ça ne me dérange pas que ce soit les branches professionnelles qui décident en quelque sorte, qui gèrent les formations, les contenus, des choses comme ça, parce qu'au départ, je l'avais proposé aussi. Parce que je crois qu'il y avait à un moment donné 2 mondes bien séparés. Vous aviez le monde de l'éducation nationale et vous aviez le monde du travail qui ne se parlaient pas. Pour les 2 précédentes lois, c'était comme ça. Pour cette dernière loi, ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est que j'ai été appelé par le ministre de l'Éducation nationale et Madame Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui ont voulu amener leur contribution. Donc c'est la volonté du corps enseignant de se rapprocher, enfin du politique qui dirige le corps enseignant, parce qu'après il faut faire descendre les orientations, ce qui est plus compliqué. Et donc aujourd'hui, il y a eu une co-construction qui était intéressante, et aujourd'hui on a compris que l'apprentissage, unanimement, c'était pas une formation professionnelle comme les autres. C'est certes une formation par alternance, c'est certes une formation initiale, mais elle repose sur un contrat de travail. C'est-à-dire qu'on met le jeune ou le moins jeune directement en contact avec le monde du travail, c'est-à-dire dans l'univers dans lequel il va évoluer.
Et dans le monde du travail, il y a une solidarité naturelle. J'ai été maître d'apprentissage, je ne vous dirai pas le nombre d'apprentis que j'ai formés. J'ai été maître d'apprentissage, mais avec une formation. À l'époque, il y avait, je vous parle des années 72-73, c'est pas hier. Les premières formations qu'on faisait en tant que maître d'apprentissage, on avait des inspecteurs d'apprentissage dans les chambres des métiers à l'époque. On avait vraiment une approche qui était peut-être plus terrain. Et aujourd'hui, on retrouve ce qu'on avait un peu perdu dans la philosophie de cette loi. Et moi, je crois que ces objectifs sont atteignables. Alors, ne parlons pas de l'année en cours. Parce que vous savez comme moi, une année de transition, ça veut dire qu'on passe d'un système à un autre. Et là, je ne voudrais pas être à la place de mon voisin qui est situé sur ma gauche, parce qu'il va avoir énormément de problèmes à régler. C'est évident qu'un texte de loi, avec la quantité de décrets et d'ordonnances qui a été nécessaire de promulguer, il va y avoir des correctifs à faire. Mais je pense qu'on va arriver enfin à faire comprendre à tout le monde qu'être apprenti, ça ne veut pas dire, c'est pas une voie de garage. Vous savez, moi, quand je me suis lancé en politique, on m'a dit, mais toi, tu n'as qu'un diplôme de formation professionnelle, qu'est-ce que tu viens faire en politique? Bon, ceux qui me connaissent bien peuvent le dire, le président du Sénat peut en attester. Aujourd'hui, je suis sénateur et je travaille au même titre que ceux qui ont fait des études universitaires très poussées, avec une autre approche, avec peut-être moins d'aisance sur certaines références au passé, mais je préfère regarder sur l'avenir avec les nouvelles technologies. Et pour moi, ça ne me gêne pas qu'un jeune, un étudiant, il est en permanence son outil principal, son compagnon, de jour, de nuit, quelquefois, parce que aujourd'hui, c'est pour aller dans le sens de l'histoire, toutes les informations qu'on veut faire passer à un jeune, c'est là-dessus qu'il faut le faire passer. C'est même pas sur Internet, il n'ira pas le chercher, mais par contre sur le digital, c'est l'utilisation du digital. L'autre jour, j'étais avec le directeur de Sciences Po qui m'a expliqué qu'il avait 80% de ses étudiants qui ne lisaient plus et qu'ils étaient tous sur des machines comme ça, mais que ça ne le dérangeait absolument pas. Ce qui comptait, c'était les acquis, le positif qu'ils allaient prendre. Alors évidemment, si on joue à des jeux vidéo et qui sont en plus pas instructifs, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, il faut s'appuyer sur ces nouvelles technologies et puis sur cette philosophie de l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, on apprend un métier, on apprend à être un homme ou une femme, on apprend à être responsable. C'est en même temps une culture et un mode de vie, je dirais même, qui nous pousse forcément vers la culture de l'excellence, la culture de la valeur du travail. Merci Michel Forissier. Bernard Stalter. Le réseau des chambres des métiers et de l'artisanat s'est engagé à former 60 000 apprentis supplémentaires d'ici 2022. Comment vous comptez faire pour atteindre cet objectif et est-ce que la réforme Pénicaud va vous y aider et comment? Alors, tout d'abord, faisons un constat. 1,3 million de jeunes sans emploi. 1,3 million de jeunes sans formation. Je crois que c'est un constat qui a été pris en compte et qu'à un moment ou à un autre, et que d'un autre côté, on a 700 000 emplois non pourvus dans l'artisanat. 700 000 emplois et dans les territoires, dans les villes, dans les cités. Donc c'est le constat et on a tous dit, aujourd'hui on ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. Nous devons dès aujourd'hui valoriser une filière qui est la filière d'apprentissage. Donc dès que Muriel Pénicaud nous a contactés pour faire une réforme sur l'apprentissage, on était tous favorables pour redonner des lettres de noblesse. Donc déjà, en redonnant des lettres de noblesse, on espère déjà faire évoluer le nombre d'apprentissages parce qu'au 1er janvier, la loi n'étant pas encore en vigueur, on a déjà augmenté dans certains secteurs à 10-12% le nombre d'apprentis quand ça nous est tellement utile de les avoir. Je tiens aussi à préciser, on a 25% des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans. C'est un drame social si ces entreprises ne se reprennent pas. Parce que c'est encore les vraies entreprises artisanales qui ont encore des collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, 60% des créations d'entreprises, c'est des micro-entreprises. Ce n'est pas eux qui forment, ce n'est pas eux qui embauchent, ce n'est pas eux qui développent le territoire. Donc aujourd'hui, comment on va s'y prendre? Je salue l'ensemble de mes collègues présidents de Chambre des métiers. On a tous pris cet accord-là. On va faire, avec les régions, chère Valérie, on siège dans une même région, faire de l'orientation et de la promotion, ce qui est aujourd'hui les compétences du Conseil régional. On pourrait peut-être, dans une histoire future, donner même les collaborateurs qui s'occupent de l'orientation et de la formation, parce que je pense qu'on est resté au milieu du gué.
parce qu'on ne peut pas avoir les compétences dans l'orientation et que c'est l'éducation nationale qui garde les CIO. Donc il faut qu'on travaille ensemble. Et comment nous y prendre? En mettant tous les acteurs autour d'une table, tous les acteurs, que ce soit l'éducation nationale, monsieur le directeur général, que ce soit les régions, que ce soit surtout les branches, que ce soit les chambres des métiers, tous les acteurs doivent être autour d'une table parce que nous pensons, et tous les jeunes aujourd'hui sont là pour en témoigner, et ils l'ont déjà dit, nous pensons que c'est une des voies royales qui réussit, qui aboutit à l'emploi, qui aboutit à la création d'entreprises. Donc nous allons tous s'y mettre et nous allons utiliser des journées comme aujourd'hui pour faire la promotion de l'apprentissage. Merci Bernard Stalter. Valérie Debord, la réforme Pénicaud a pour but, on le dit depuis tout à l'heure, entre autres de valoriser l'apprentissage. Est-ce que selon vous, elle met les bons outils en place pour y parvenir ? Sur le plan de la communication, le volontarisme politique, la nécessité d'agréger l'ensemble des acteurs, oui. Et en la matière, par exemple, moi j'étais un comité régional emploi et formation, un CREFOP, que nous avons souhaité maintenir évidemment en région, où tous les acteurs sont autour de table, tant les partenaires sociaux, c'est important aussi d'avoir les partenaires sociaux autour de table, que l'éducation nationale, que Pôle emploi, que la région. Et ça nous permet vraiment de mettre en place des dispositifs qui territorialement vont valoriser. Après, nous avons un certain nombre de questions, mais c'est normal. La réforme commence, elle va vraiment être mise en œuvre en janvier 2020, et nous sommes encore dans une interstice. Et cette interstice, elle doit nous permettre de lever les freins que nous pouvons nous considérer comme étant peut-être handicapants et nous permettre d'avancer ensemble. Il y a un frein qui est assez naturellement celui du coût-contrat. Je pense qu'il faut qu'on puisse en parler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a été décidé de mettre en place pour chaque apprenti demain un coût par rapport à son apprentissage. Dans cela, je mets les pieds dans le plat tout de suite parce que sinon ce ne serait pas drôle, il y a un élément qui n'est pas pris en compte, c'est les transports. Or, nous avons ici des apprentis, nous avons des parents d'apprentis. Souvent, les centres d'apprentissage, ils ne sont pas dans les grandes villes, ils ne sont pas allés dans les métropoles. Et nous, on ne veut pas qu'ils soient dans les grandes villes et dans les métropoles, parce qu'on veut aussi que sur l'ensemble des territoires, on ait une offre de formation de qualité. Et ça, c'est extrêmement important. Mais il faut bien y aller, il faut bien se déplacer. Quand vous avez 16 ans, vous n'avez pas forcément tous votre permis, vous n'avez pas forcément tous des parents qui ont pu vous payer un véhicule. Et puis, on est aussi à une époque où les modes doux sont importants. Il est important de se déplacer également en respectant l'environnement. Qui va payer ces transports ? Jusqu'à présent, c'était les régions qui les finançaient. Aujourd'hui, nous avons un blanc de 60 millions d'euros. Monsieur le sénateur, je parle sous votre contrôle. Un blanc de 60 millions d'euros. C'est un blanc qu'il faut lever. Parce que les familles, demain, ne pourront pas financer cela. On s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément des moyens mirifiques. Donc je pense qu'en la matière, il est absolument nécessaire de lever ce frein. Parce que sinon, on va avoir un effet rebours négatif. Ça serait dramatique. Et c'est vraiment pas ce que nous voulons. Ça, c'est un premier élément qui, à mon sens, est important. Deuxième élément, il faudra que nous y soyons ensemble extrêmement attentifs, et vous avez fait en la matière quelque chose qui est très bien. Vous avez validé d'ores et déjà sur 5 ans l'ensemble des CFA, ce qui donne de la lisibilité et de la temporalité, mais nous allons voir forcément fleurir sur le marché des entreprises qui vont arriver et qui vont créer leur propre CFA, des grosses entreprises qui vont arriver évidemment dans un monde qui a été souhaité comme celui-là, un monde de la concurrence et de l'ouverture à la concurrence. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison de l'empêcher dans notre économie. Mais il faut encore faire attention par rapport à cela. Est-ce que cela ne va pas justement amener des CFA qui ne seront pas en situation concurrentielle positive à fermer sur les territoires? Est-ce que cela ne va pas réduire une offre de formation de qualité sur les territoires? Deuxième élément sur lequel je pense qu'il faudra que nous ayons un regard particulier. Et je terminerai sur un autre élément qui pour moi est très positif et qui est en lien avec l'éducation nationale. Ce sont, et Bernard ne me dira pas, je pense le contraire, les campus des métiers et des qualifications. Les campus des métiers et des qualifications qui sont aujourd'hui vraiment mis en œuvre par le rectorat, les rectorats et par Jean-Marie Blanquer de façon importante sur les territoires, sont des lieux où on va pouvoir mixer justement formation initiale, formation continue, les organismes de formation de type Greta, AFPA, les organismes de formation également que sont les centres de formation des apprentis, et on va pouvoir accompagner ces niveaux et ces élévations de niveau de compétences. Parce que pour nous, et vous l'aurez bien compris, l'apprentissage, c'est sur tous les niveaux.
Et on souhaite vraiment s'orienter vers cela et faire un petit peu comme ce que nous avons chez nos voisins allemands, c'est-à-dire un apprentissage qui nous permet d'aller sur l'ensemble du spectre de formation et d'être en contact avec l'entreprise, y compris jusqu'aux niveaux les plus élevés. Merci beaucoup Valérie Debord. Alors Stéphane Lardy, directeur général de France Compétences. France Compétences, c'est une institution nationale publique chargée de la régulation et du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Vous avez cette année du coup une feuille de route très chargée. Est-ce que vous êtes confiant sur le respect du calendrier et sur la manière dont les différents acteurs vont s'approprier la réforme Pénicaud ? Bonjour à tous. Alors, bien évidemment, je vais dire que je suis confiant, mais il le faut. Alors, ce n'est pas qu'un tic de langage. Non, je suis confiant parce que nous respectons actuellement les échéances légales et réglementaires qui nous sont soumises. Nous devions, Madame Debord a évoqué, faire des recommandations sur les coûts contrats d'apprentissage avant le 15 mars, échéance réglementaire, fixée par le décret du 28 décembre, et cette échéance a été tenue puisque nous avons émis l'ensemble des recommandations hier. Le conseil d'administration a statué sur l'ensemble des recommandations. Donc voilà, échéance réglementaire qui a été respectée. Nous allons bientôt lancer l'appel d'offres sur le conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés. C'est un marché à l'eau régional qui sera lancé pour que l'ensemble des actifs puissent bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle à partir du 1er janvier 2020. Et donc nous allons lancer ce marché début avril. Nous faisons la répartition des financements. Effectivement, comme l'a dit le président Forissier, c'est une année de transition 2019. Mais donc oui, les échéances seront tenues. Alors, pendant les débats parlementaires sur cette réforme Pénicaud, le rôle de France Compétences a été, c'est vrai, beaucoup questionné, notamment dans le nouvel environnement de la formation. Comment vous voyez l'articulation et l'équilibre entre les différentes parties prenantes, l'État, les partenaires sociaux, les régions ? Alors, France Compétences, c'est un établissement public national qui a une première grande mission, ça a été évoqué, la répartition des financements, des ressources légales sur la formation et l'apprentissage. C'est-à-dire qu'à partir de 2021, ce seront les URSSAF qui collecteront. Donc on aura un seul collecteur sur l'ensemble, ce qui n'est pas le cas actuellement pour les entreprises, sur l'ensemble des contributions formation et apprentissage. Et vous aurez un seul répartiteur des financements à partir de 2021 qui sera France Compétences. Voilà. Donc c'est déjà une grande mission de répartition. Nous sommes en train d'y travailler avec l'ensemble des ministères. Après, comme vous l'avez évoqué, c'est quadripartite, France Compétences. Il y a des représentants, bien évidemment, des organisations syndicales et patronales, des représentants de l'État et des représentants des régions. Donc j'allais dire que le quadripartisme, c'est d'abord un apprentissage. On a déjà eu 4 conseils d'administration et j'allais dire que les choses se passent bien parce que nous avons d'une part un président qui a été nommé par décret présidentiel qui est M. Jérôme Tixier, ancien DRH de L'Oréal. Je crois que l'apprentissage du quadripartisme, ça se fait par la confiance et le respect de la parole des autres. Voilà. Donc je trouve qu'on est en construction, mais je pense que les débats sont de haut niveau. La construction, voilà. Et donc je suis moi là également très confiant parce que j'allais dire que ce n'est pas une question de répartition des voix, c'est respecter la parole de l'autre, entendre la légitimité de chacun et faire en sorte que tout ça se mette en place. On vient de créer des commissions, et notamment il y a une commission, la commission audit et finances, qui a été confiée aux représentants de régions de France. Donc voilà, c'est une commission est confiée aux organisations syndicales, une autre commission est confiée aux organisations patronales. Il n'y a aucune commission qui est prise par l'État. Donc c'est aussi montrer que c'est un gage de confiance et de montrer que le quadripartisme, il va s'inscrire dans la durée et il va marcher. Alors Valérie Debord, c'est vrai que la concertation, le dialogue, le travail entre les différents acteurs, c'est l'une des clés de la réussite de cette réforme. Vous, comment ça se passe dans la région Grand Est, entre le rectorat, les entreprises, la région ? Alors c'est pas parce que le ministre de l'Éducation nationale vient d'arriver, mais ça se passe très bien. Il faut être honnête, et je parle sous ton couvert également. Ça se passe très bien, mais ça se passe très bien en fait depuis très longtemps. Donc on n'est pas forcément,
voilà, donc du coup, on est une des régions, la région Grand Est, ancienne région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, où l'apprentissage, objectivement, avait toujours été mis en avant de façon historique, liée aussi à des régions d'industrie fortes et des régions aussi d'artisanat fortes. Donc, du coup, nous ne sommes pas forcément ce qu'il faut regarder comme étant un exemple de ce qu'il faut faire ou un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, peut-être un exemple de ce qu'il faut faire, oui, mais c'est un peu prétentieux. En tout cas, pas un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ça marche bien aussi, pourquoi ? Parce que l'ensemble des acteurs depuis longtemps, et j'insiste vraiment, et je suis très contente de vous avoir entendu le dire, sur les partenaires sociaux, l'ensemble des acteurs depuis très longtemps, par bassin de vie, de façon extrêmement présente, se rencontrent pour mettre en place les formations de demain. Parce que dans le cadre notamment de ce que nous mettons en place sur l'orientation, avec les 54 heures qui vont être dédiées en termes d'organisation aux régions, nous le faisons aussi par bassin de vie, avec les acteurs, avec les principaux de collège, avec les proviseurs, avec les représentants des entreprises, avec le tissu des organisations, des organismes de formation qui existent territorialement, pour non pas enfermer les gens dans un bassin de vie, mais pour faire en sorte de répondre à une offre et à une demande d'emploi. On sait qu'aujourd'hui, cette offre et cette demande d'emploi, elle est aussi en proximité. L'emploi, il ne faut pas forcément le chercher très loin, il est aussi très près. Et il est nécessaire de pouvoir montrer les emplois qui existent. Une des grosses difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est la connaissance des emplois. Même pas ceux de demain, ceux d'aujourd'hui. Je dis souvent, il n'y a rien de pire qu'un emploi méconnu, il y a tous les emplois pas connus. Nous sommes dans une région où nous avons notamment beaucoup d'emplois autour de la chimie, de la plasturgie. Ce sont des emplois intéressants qui sont pas trop mal payés, c'est des emplois qui sont complètement méconnus par l'ensemble, non pas des jeunes, mais aussi par leurs familles. Personne ne sait ce qu'on y fait. Et je ne dirais pas aussi ici toute la définition encore livresque qu'on a des emplois de l'industrie. Beaucoup de personnes sont encore persuadées que les emplois d'industrie sont des emplois qui sont pénibles, qui sont faits dans des conditions matérielles détestables. J'ai visité il n'y a pas longtemps une nouvelle usine Smart en Moselle à côté de Hambach, qui ferait rougir d'envie certainement un certain nombre de personnes extrêmement maniaques. Donc je crois aujourd'hui qu'il y a nécessité, et c'est notre responsabilité, avec ce que la loi nous propose de faire demain, de donner la vraie vision des métiers, de faire en sorte que l'orientation, elle permette effectivement d'avoir un panel global. Et ça, on doit le faire tous ensemble, très clairement. Et on doit aussi préparer les métiers de demain. Vous savez très bien que plus de la moitié des métiers de demain ne sont pas connus aujourd'hui. Et c'est pour nous, clairement, un enjeu majeur. Merci Valérie Debord. Bernard Stalter, la réforme, elle remet les entreprises et les apprentis au cœur du système. Elle simplifie au maximum les démarches. Quelles sont les conséquences pour vous sur l'organisation des chambres des métiers et de l'artisanat ? Alors, simplifier les démarches, c'est une demande de toutes les entreprises. On ne peut pas, nous, réseau des chambres des métiers, demander des simplifications administratives et que les chambres des métiers restent une lourdeur administrative. Donc là, je crois qu'on y travaille tous. Quelques impacts quand même. La création des CFA des grandes maisons. C'est aujourd'hui une volonté de la loi. On a échangé longtemps avec Stéphane quand il avait un autre mandat. Mais c'est quand même une inquiétude aujourd'hui. Est-ce que les grands groupes vont former comme les CFA, les chambres des métiers de l'artisanat pour l'intérêt général, ou est-ce qu'ils vont juste former pour une culture de leur maison ? C'est un sujet, parce que nous, centre de formation d'apprentis, on forme vraiment sur l'intérêt général, sur l'objectif avec les branches. Les branches sont fortement investies dans la réforme. Nous, l'objectif, c'est, et si je peux parler 30 secondes à la région Grand Est, il y a des contrats d'objectifs par secteur pour l'artisanat, quel est notre besoin dans chaque branche, et ce travail est fait. Ce travail, les grands groupes vont bien sûr s'asseoir sur cette vision-là. Ils auront une vision beaucoup plus économique que nous, qu'on a une vision d'intérêt général. Donc c'est une crainte, c'est une réorganisation. Par contre, je rassure tous les directeurs et tous les profs, les CFA, les chambres des métiers, c'est les meilleurs. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et aujourd'hui, je remercie le ministre Jean-Michel Blanquer qui a accepté qu'on certifie autant les lycées professionnels que les centres de formation. Sinon, ça aurait été une concurrence déloyale. Je remercie encore une fois le ministre d'avoir donné une connotation différente aux principaux de collège quand ils envoient les élèves vers l'apprentissage. Je peux le dire devant vous, monsieur le ministre, il y avait quand même, pour les principaux de collège,
plus ils envoyaient de jeunes en seconde, allez, plus ils étaient notés grosso modo. Le ministre l'a enlevé. Ça montre aussi cette volonté de valoriser cette filière. Et si demain, on a ces grands groupes qui ouvrent des CFA et qu'on a 60 000 apprentis supplémentaires, le problème sera résolu. Et si, je parle sous couvert de M. Arty en plus, si on a beaucoup d'apprentis Erasmus, ce sera une vraie victoire pour notre secteur et une vraie valorisation pour l'artisanat et pour l'apprentissage. Michel Forissier, puisque Bernard Stalter parlait des CFA, les CFA seront désormais financés sur la base de niveaux de prise en charge déterminés par les branches professionnelles. Est-ce que selon vous, ce nouveau mode de financement, il permettra de maintenir une offre de formation en apprentissage dans tous les territoires et notamment dans les territoires ruraux ? Alors là, on a eu une petite différence avec le gouvernement, le Sénat, c'est que nous, on voulait que dans cette grille de financement soient abordés des critères modérateur ou amplificateur de cette prime en fonction des territoires et en fonction des difficultés. Quand vous avez par exemple une formation, je prends le cas de mes métiers de la pierre, quand vous achetez des cailloux, comme on dit nous, qui sont très chers, ça a un coût. Alors qu'il y a des formations où il n'y a pas de besoin de matériel, d'autres vous utilisez des matériaux, et puis il y a les matériels mis en œuvre aussi, qui certaines technologie coûte cher et il faut bien entendu renouveler le matériel, notamment dans les nouvelles technologies. Ce qui est vrai aujourd'hui, dans 6 mois, c'est périmé. Et dans l'informatique, d'ici 2 ans ou 3 ans, on va peut-être changer, pas de matériel, mais complètement d'univers. Comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, moi, il ne me viendrait pas à l'idée de passer une commande ou de régler un problème autrement, parce que j'ai que le train pour le faire avec mon mobile. Je ne dis pas mon portable, mais mon mobile, parce qu'on a tout dessus. Donc, vous voyez, il y a cette différence qu'il y avait. Et puis, il y a aussi la fixation du coût-contrat. D'ailleurs, on en a parlé avec monsieur le directeur de France Compétences. C'est qu'on avait entendu parler d'un prix. Et puis, à la réalité, on se rend compte que pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le prix qui avait été annoncé. Donc là, il y aura peut-être un ajustement. Mais encore une fois, aujourd'hui, je suis dans un esprit constructif, compte tenu qu'on a dit c'est une période d'adaptation, il faut adapter. Puis ce qu'il y a de positif aujourd'hui, c'est que, vous voyez, on parle d'apprentissage et le ministre qui va clôturer les débats, en quelque sorte, c'est le ministre de l'Éducation nationale. C'était les rencontres sénatoriales de l'apprentissage qui se sont déroulées hier. Les sénateurs ont pu faire le bilan de la réforme de l'apprentissage menée par le gouvernement. Pour certains, cette loi ne va pas assez loin dans le renforcement du rôle des régions pour piloter l'apprentissage. Les intervenants à cette table ronde ont demandé la mise en œuvre d'un véritable service public de l'orientation pour informer les jeunes et leur donner le goût de l'entreprise. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée et très bon week-end sur les chaînes parlementaires.